France Maghreb 2. Et bienvenue chez vous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Bienvenue aussi chez nous sur votre radio. Le grand forum jusque 18h avec au programme bien entendu tout à l'heure un bon petit zapping, le buzzer à la une de demain et puis bien entendu la question du jour que nous allons débattre ensemble avec nos chroniqueurs du jour, que seront Fatima Wassak, Nassim Nashlash et Hossein Ras dans quelques minutes pour parler de cet Aquarius sans pavillon panaméen, vous le savez. Et il semble qu'un accord ait été trouvé entre la France, l'Espagne et le Portugal. La France doit-elle accepter donc ce Aquarius du côté de Marseille? C'est la question que l'on vous pose évidemment aujourd'hui et laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Dans un instant, vous pourrez évidemment vous exprimer sur cette affaire et sur ces politiques qui s'en donnent à cœur joie. Vous avez évidemment ceux qui sont contre, on sait d'où ils viennent, et ceux qui sont pour, là aussi on sait d'où ils viennent. Eh bien, vous pourrez nous dire si la France doit accepter donc cet Aquarius. Il en va de la vie de 58 migrants qui sont donc dans un état apparemment très faible. On y reviendra donc dans cette émission. Vous pourrez bien sûr nous appeler au 01 40 33 9000. C'est donc parti pour votre LGF jusque 18h. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes le mardi 25 septembre et il y a eu des choses dans l'actualité un certain 25 septembre. C'était à la une du 25 septembre en 1926, signature de la Convention abolissant l'esclavage. Un 25 septembre 1962, le président de l'Assemblée nationale algérienne, Fahad Abbas, proclame la République démocratique et populaire d'Algérie. En 1970, accord entre le roi Hussein de Jordanie et les responsables palestiniens pour mettre fin au combat en territoire jordanien. En 1972, première parution de l'hebdomadaire Le Point. Un 25 septembre 1979, Israël restitue à l'Égypte une zone de 6700 km² dans le Sinaï en application des traités de paix signés entre les deux pays. 25 septembre 1984, l'Égypte et la Jordanie renouent des relations diplomatiques après une rupture de 7 ans. Bon anniversaire, il est né en 1975, Farid Kider. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Parti pour le grand forum jusque 18h avec vous, chers amis auditeurs, auditrices. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour ce mardi avec nos chroniqueurs qui vont avec nous échanger sur l'actualité évidemment. Et aujourd'hui, la question du jour que l'on vous pose à propos de ce fameux Aquarius dont beaucoup de gens parlent. Ça fait la une d'ailleurs de toute la presse aujourd'hui. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, monsieur Nassim Nashlash qui est avec nous, toujours conseiller au maire de Fontenay-sous-Bois, chargé de la politique de la ville. Toujours, ça se passe bien? Ça se passe. Ouais. Et monsieur Hossein Ras aussi, qui fait son entrée fracassante dans les studios. Finalement, je suis pas en retard. Bonjour à tous. Bonjour Hossein, comment ça va? Ça va très bien. Toujours très bien. Chargé de la... Chargé. La jeunesse? Chargé. Non, pas du tout. Les familles. Le social, la partie sociale. Voilà, développement du de côté la de vie associative voilà, exact, ouais. Du côté de Stein dans le 93, des quartiers, bien sûr. Ouais, des quartiers, voilà. Bon, alors Hossein, Nassim, vous serez rejoint par celle qui est régulièrement en retard. C'est Fatima Wassak qui sera avec nous dans un instant. Yeah. Ça fait un petit moment que tu l'as pas vu, toi. Si, je l'ai vu à la fête de l'UMA et d'ailleurs j'avais dit que j'étais là mardi. Elle m'a dit ok, je vais changer. Et du coup, je suis ravi. Elle a tenu promesse. Super. Voilà. Mais faut-il encore qu'elle soit là? Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Et Nassim qui nous a fait faux bon mardi dernier. Comment ça, il t'a fait faux bon? Il était pas avec moi mardi dernier. Non, j'avais pris cette habitude. Voilà. Et voilà. Il faut jamais s'habituer. Tout peut changer. Mais j'étais aussi à la fête de l'UMA, tiens. On s'est pas vu. croisé d'ailleurs, ouais, exactement. Juste l'équipe, la plupart de bande l'équipe. d'islamo-gauchistes, bah. Hein? Tous à la fête de l'UMA. Allez, à titre d'observateur. Oui, on était en bien mode sûr. Benalla. Ouais. Benalax. T'étais pas armé? Ah non. Jamais. Bon, tout va bien alors. On va parler de l'Aquarius, messieurs, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, donc ce fameux Aquarius sans pavillon panaméen, vous le savez, qui est en route direction Marseille. La France qui a peiné à répondre et finalement un accord semble être trouvé. Je dis bien ensemble parce que c'est encore assez flou entre l'Espagne, le Portugal et la France, donc pour l'accueil de ces 58 migrants, et on fait tout ça pour 58 migrants, c'est-à-dire on n'est pas capable de répondre tout de suite, oui, non, et la question que l'on vous pose, c'est la France doit-elle accepter cet Aquarius, donc qui devait venir à Marseille, accoster à Marseille. Alors évidemment, vous en doutez, beaucoup de politiques
notamment de droite, demandé à Emmanuel Macron de ne pas accepter cet Aquarius. La gauche dans l'ensemble était plutôt dans l'autre sens, donc à vouloir l'accepter. Messieurs, vous vous situez où par rapport à ça, sur ce fameux Aquarius dont tout le monde parle? Est-ce que la France doit l'accepter, d'abord? Oui. Oui, pourquoi alors? Vas-y, je t'en prie. Non, aval, mâche et aval après. Ah ouais, je suis du même avec Nassim. Oui, ils se doivent de l'accueillir déjà parce que c'est la France. Voilà. Déjà d'une, ça parle c'est censé parler d'elle-même, de lui-même. Et de deux, alors moi je pense que ce qui fait peur à la France, c'est pas forcément d'accueillir seulement 58 migrants, c'est surtout l'après. Peut-être eux, ils ont peur que ça devienne une habitude et que d'autres navires humanitaires avec ou son pavillon qui viennent toujours taper à la porte de Je pense que c'est ça. Je pense que ça leur fait peur quand on leur redemande encore une deuxième fois, une troisième fois. Après, moi, si j'étais à la place de Macron ou de n'importe quel décisionnaire, je pense que comme nous tous ici, on accepterait sans faire d'histoire. Oui, alors c'est vrai que effectivement Macron a cette volonté de vouloir pousser le curseur du problème à l'échelle européenne et ne pas être le seul, en l'occurrence le seul pays européen, à vouloir s'occuper et gérer toute cette situation. Donc il entend mettre lui et trouver une solution européenne quant à ces navires, parce qu'il y en a plusieurs, mais en l'occurrence là on parle de l'Aquarius. Nassim, la France doit accepter, oui, mais oui. Pourquoi et de quelle manière? Donc ce que je voulais dire, c'est que Macron aussi se présente comme alors bien évidemment ce que je dis est ironique, hein, mais lui je crois il est vraiment sincère dans sa posture. Il se présente comme l'opposé aux extrêmes, etc. Pour ceux qui ont pu suivre un petit peu l'actualité, toujours à s'opposer à l'Italie, à la Hongrie, à tous ces pays-là. C'est le moment de le prouver et de le démontrer, puisque en fait la France accueille sur son territoire extrêmement peu de réfugiés. Je précise réfugiés puisque donc il y a les termes migrants, réfugiés, il faut aussi décortiquer ce que signifie. C'est vrai. Voilà, réfugiés, c'est lorsqu'ils ont obtenu un statut et qu'ils sont reconnus comme tels, donc par la France ou en tout cas par des institutions des pays dans lesquels ils se sont rendus. Migrants, c'est le fait de migrer d'un endroit à un autre. Donc tout le monde est migrant avant d'être réfugié si c'est le cas ou d'avoir un autre statut. Ouais. Donc la France on accueille extrêmement peu si on compare juste à son voisin allemand, qui est quand même décrié pour son développement économique et la manière dont il se comporte socialement aussi, avec des lois très dures et un libéralisme exacerbé. Mais c'est vrai que la France ne brille pas par son humanisme sur cette question, alors qu'elle se présente toujours comme le pays des droits de l'homme. Enfin ça c'est des choses qu'on rabâche à chaque fois, c'est vrai. Ça peut être pesant pour des auditeurs ou des auditrices qui écoutent et qui disent. Mais vraiment c'est comme ça que la France se présente. C'est avec ça que la France a été en Libye et a ravagé la Libye. Et donc c'est la deuxième raison. Donc la première raison c'est par devoir, hein, c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure aussi. Et la deuxième raison, c'est aussi par devoir, mais c'est aussi par responsabilité. Responsabilité dans la déstabilisation de toute l'Afrique. Ça c'est clair, net et précis. Et du Moyen-Orient, merci. Voilà. Donc c'est la responsabilité de la France, mais elle est pas seule, hein. Je reconnais que le curseur européen est aussi une bonne chose, mais on voit bien qu'aujourd'hui les voisins britanniques, ils se retirent du jeu. Les Allemands, ils ont donné. Les Espagnols, déjà, voilà, ils essayent. Et ensuite, il y a aussi une autre histoire, c'est qu'en fait, la France, au-delà de la migration, comme tu as dit, des réfugiés, etc., faut savoir que quand on regarde les autres pays ex-colonisateurs, un exemple le plus proche, ça va être l'Angleterre, on voit que les communautés de l'ex-Commonwealth, ils sont bien accueillis et intégrés en Angleterre, au Royaume-Uni. Il y a eu un travail de fait entre l'ancien colon d'une certaine manière et les nouveaux libérés, les pays libres qu'il avait sous sa charge, les Indiens et tous les pays du Commonwealth. La France, elle l'a jamais fait. Là, on parle de migrants et de réfugiés aujourd'hui, mais hier, faut savoir que nos parents. Alors, il y a une copine à moi qui m'a dit on ne dit plus fils d'immigrés, mais on devrait dire fils d'expatriés. Ah donc, oui. Moi, je suis assez d'accord avec elle. Ouais. Donc, en fait, nos parents qui étaient expatriés de ces pays-là pour venir en France. Au jour d'aujourd'hui, même nous, leurs enfants, on n'a jamais été ni intégrés, ni sont intéressés réellement à nous. On a dû lutter vraiment pour pouvoir se faire une place en France. Ça, c'est mon avis. Je joue pas la carte de la victimisation. Mais voilà, ça c'est mon avis. Alors, comment demander à ce pays même encore d'accueillir des réfugiés, des migrants, de les aider, de les intégrer? Ça se fait en France, mais via des associations, via des humanistes et des humanitaires, rarement grâce au gouvernement ou aux politiciens qui sont rarement présents pour ce genre d'action humanitaire.
C'est vrai que Nassim le disait très justement, et je salue Fatima Ouassa qui est arrivée et est avec nous. Bonjour Fatima. Bonjour, mais t'avais une panne sur la ligne. Qui est arrivé en retard, on va préciser. Oui. J'aime bien qu'on précise quand même, tu vois. Oui, absolument. Oui. Fatima, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a une panne sur la 3. Une panne. Bon, j'avoue que j'étais déjà un peu en retard, mais je tiens à le préciser, vous le voyez pas, mais Fatima ne sait pas mentir. Mais en tout cas, aujourd'hui on a confirmation, c'est pas. Son magnifique sourire excuse tout. Voilà. Bon, Fatima, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Oui, très bon, bien, et toi? Formidable. Alors on parle évidemment de l'Aquarius, on parle de ce bateau qui est en mer, on parle de cet appel de ces différentes associations qui demandent donc à la France d'accepter, à titre exceptionnel, je le précise, que cet Aquarius puisse accoster à Marseille. La belle ville de Marseille, la ville d'accueil d'ailleurs, historiquement. Mais aujourd'hui, Nassim il faisait référence et il a raison. C'est-à-dire que la France, est-ce que quelque part, elle n'a pas aussi une part de responsabilité, une énorme part de responsabilité sur ce qui se passe, la situation en Libye? Rappelons quand même que cet Aquarius est là pour éviter des noyades dans la Méditerranée, qui est devenue un véritable cimetière, on peut le dire. Donc on peut sauver quelques personnes, tant mieux. Et quelque part, est-ce pas une manière de se rattraper dans ce que la France a pu commettre ou faire commettre en Libye? Rappelons quand même que c'est bel et bien la France qui est à l'initiative d'un tel chaos, d'un tel désordre en Libye. La question elle est toute simple. Est-ce que la France doit accepter? Je suis assez effaré d'ailleurs de voir sur Facebook vous êtes 81% donc à vouloir que effectivement la France accepte. Sauf qu'il y en a quand même 19 qui disent non. Donc il y a ces 19% qu'il faut aussi entendre, écouter. Pourquoi ne pas accueillir justement des migrants? Et là aussi il y a peut-être un réel problème de communication voulu de la part des médias qui nous font croire qu'effectivement la France serait envahie par les migrants, etc. Alors que franchement par rapport au nombre d'habitants ça représente un nombre absolument minime, quoi. C'est rien. J'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas c'est vraiment très peu. Par rapport effectivement à l'Allemagne par exemple. Moi j'étais resté sur 35 000, mais je sais pas si ça a dû je crois que c'est bien en dessous, mais... C'est bien en dessous des migrants, je parle bien des migrants. Fatima, sur l'Aquarius, sur la manière de gérer la France, je rappelle que un accord aurait été trouvé entre la France, l'Espagne et le Portugal pour ce bateau, pour cet Aquarius. Et Macron, cette volonté de Macron, c'est de vouloir pousser le problème à l'échelle européenne afin que tous les pays prennent leurs responsabilités. Rappelons d'ailleurs que Malte et l'Italie ont refusé d'accueillir ces bateaux. Oui, parce qu'effectivement c'est un problème européen et le problème européen aujourd'hui c'est que l'Europe se fascise. Voilà, il y a une poussée d'extrême droite dans la plupart des pays d'Europe, donc avec une xénophobie, un racisme de plus en plus important. Effectivement, les migrations vers l'Europe, notamment d'Afrique et du Moyen-Orient, c'est vraiment résiduel. C'est vraiment une goutte d'eau par rapport aux migrations, par exemple, internes à l'Afrique. Tu vois, les Africains qui quittent leur pays, en fait, ils quittent leur pays pour un autre pays africain la plupart du temps. Les migrants qui viennent de Syrie, pour l'essentiel, la migration en provenance de Syrie a été absorbée par exemple par la Turquie, tu vois, qui ont dû absorber comme ça une migration de plusieurs millions de personnes. Donc quand tu vois que quelques milliers là, ça fait scandale. Donc voilà, donc de toute façon c'est résiduel. Après le problème des migrations, c'est un problème structurel en fait qui peut pas se régler juste en tant que tel. C'est le problème de la libre circulation des personnes au niveau mondial en fait. Après je sais que ça fait très très gauchiste et idéaliste de dire ça, mais voilà, tant que il y aura pas ce droit fondamental qui sera on a que des centre, gauchistes autour de cette table, que voilà, qu'il y ait la possibilité tout de circuler librement, parce qu'en plus on a l'impression comme ça que la France ferait la charité à ces migrants africains, ou que l'Europe ferait la charité. Rappelons quand même que la France et l'Europe pillent aujourd'hui l'Afrique, et que c'est parce que la France et l'Europe notamment pillent l'Afrique qu'il y a ces personnes qui quittent leur pays. Il y a personne au monde n'a comme ça envie de quitter son pays, sa terre, son peuple, ses parents. Ouais. Voilà, ceux qui quittent leur pays, c'est que c'est par nécessité. En l'occurrence là, c'est parce qu'ils sont poussés à cause de l'impérialisme politique, économique des États-Unis et de l'Europe. Donc voilà, c'est un problème beaucoup plus structurel. Faut pas. Mais est-ce qu'il a raison Macron de vouloir repousser le problème à l'échelle européenne, à ce que chacun puisse prendre la responsabilité? Je te disais, elle est fascisante aujourd'hui de toute façon. C'est pas mieux. Cette Europe fascisante qui n'en veut pas des bateaux, à l'image de l'Italie.
franchement. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il a pas tout à fait tort dans le sens où effectivement il y a une question européenne. Mais comme le dit depuis tout à l'heure Fatima, c'est que on a un certain nombre de pays qu'on peut citer, hein, mais la Pologne, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, la Suède. Donc c'est des pays qui la Suède de toute façon tant qu'ils arrivent en Suède, mais techniquement ils pourraient y arriver. Et donc si on arrivait à gérer ça de manière à l'échelle européenne et qu'on dispatchait le nombre de migrants, de réfugiés, etc. Au prorata de la richesse des pays ou du nombre d'habitants, etc. C'est une solution qui pourrait être envisagée et qui pourrait être une bonne solution, parce que ça permettrait d'absorber tout ce flux-là, enfin qui n'est pas non plus, encore une fois, on parle pas de milliards de personnes, hein, on parle de plusieurs milliers de personnes, mais voilà. Quand on regarde à côté ce qui se passe en Turquie, le nombre de personnes qui est en Turquie, c'est rien du tout. Ouais. Après l'échange, pardon, mais juste pour compléter, en fait, tu vois, par exemple, moi je pense que un échange qui serait optimal et qui permettrait de tout régler, c'est que ok, les Africains arrêtent de venir envahir, comme c'est dit beaucoup dans les médias, envahir l'Europe, donc ils restent chez eux. Disons que les Africains restent chez eux, mais à ce moment-là, l'Europe arrête de piller les matières premières, notamment en Afrique, tu vois. Et ça, je suis sûr que tout le monde sera content. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Europe va arrêter de piller, tu vois, parce que la France-Afrique, c'est pas un mythe, c'est vraiment, voilà, il y a un pillage, par exemple, ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, au Congo, voilà, une guerre comme ça qui a fait des millions de personnes qui dure depuis des années, c'est à cause de l'impérialisme économique et politique occidental. Donc, que les Européens arrêtent de piller l'Afrique, et il y aura les Africains quitteront pas leur continent. Le continent africain, c'est le continent le plus riche en matières premières du monde entier. C'est là que sont stockées l'essentiel des matières premières du monde. Donc voilà. Donc c'est pour ça on est en train de poser la question comme si l'Europe faisait la charité aux Africains, mais qui lâche l'Afrique, qu'ils arrêtent de piller l'Afrique. Et voilà. Encore une fois, les migrants ne viendront pas, parce que il s'agit. Alors il y a comme ça un penseur, je me souviens plus lequel c'est, faudrait chercher, mais qui parlait de génocide en Méditerranée. C'est vraiment un génocide. Voilà, quand on voit le nombre de personnes qui meurent, c'est-à-dire qui sont prêts à mourir pour s'en sortir, pour que leur famille s'en sorte. Voilà, comment on peut poser le problème uniquement en termes. Et on n'a pas parlé, Christophe, excuse-moi, des accords qu'il y a aussi entre l'Europe, l'Union européenne et le Maroc d'une part et la Libye d'autre part, justement sur le fait de retenir les flux migratoires quels qu'ils soient, d'ailleurs que ce soit des réfugiés ou non. Il y a l'Algérie aussi, hein, je crois. L'Algérie, t'inquiète, il les laisse dans le désert. Je pense qu'on a tous vu ces images dramatiques ça, ouais. Mais je ne saurais pas vous dire. C'est peut-être le cas, hein, mais je ne saurais pas vous dire s'il y a des accords officiels. Maroc, mais les lieux de passage sont plutôt Maroc et donc Libye. C'est vrai que l'Algérie, c'est pas le premier. Par contre, on peut. Mais je sais pas, hein, ça peut. Mais c'est l'Europe qui en fait sous-traite la dégueulasserie. Voilà, c'est ça. Aux Arabes. Voilà. Et du coup, ça aggrave la négrophobie qui est déjà structurelle au Maghreb. Voilà, ça aggrave encore cette négrophobie. Il y a du racisme anti-noir au Maghreb. Mais bien sûr, il y a que ça. Mais là, ça l'aggrave. C'est-à-dire que voilà, parce que l'Europe voudrait garder les mains propres alors qu'elle a les mains dégueulasses. Mais sous-traite ça, voilà, à ces Arabes qui prennent pas leurs responsabilités, qui font le sale boulot. Enfin, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Comment ça, ils n'ont pas les moyens? Non, je sais pas, je pose une question, Fatima. Mais attends, c'est leurs frères, on est africains, on est tous africains. Ouais. Donc non, si t'as les moyens. Surtout que la Libye, quand même, avant Kadhafi, je veux pas faire le débat sur Kadhafi, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, avant Kadhafi, en termes de richesse, la Libye était un pays qui se portait très bien. Très bien. Donc, dire qu'aujourd'hui, il n'aurait pas d'ailleurs, hein, Kadhafi. Ils n'auraient pas les moyens de pouvoir, c'est qu'ils ont les moyens, mais bon, ils sont divisés, il y a deux gouvernements, etc., etc. Le Maroc, c'est aussi une puissance régionale qui a su aussi se diversifier ses rentes financières et qui fait que c'est un pays qui compte. Et l'Algérie, c'est un cas particulier, mais qui a aussi les rentes pétrolières, les rentes gazières et autres, qui fait que ce sont des pays qui peuvent résister, je pense en tout cas aujourd'hui, ils peuvent résister aux demandes qui leur sont faites. En plus, même au-delà de ça, je crois pas qu'il y a eu de plus grosses demandes faites à l'Algérie. Je pense que pour le Maroc et la Libye, pour le coup, oui, c'est intéressant. Pour l'Algérie, comme tu l'as dit, le Sahara, c'est un frein naturel qui fonctionne très bien aussi, ils le savent. Ils ont tenté avec l'Algérie, mais je sais qu'il n'y a pas d'accord concret. Par contre, le plus gros exemple, c'est la Turquie. On l'a déjà vu dans les médias. Comme on a vu alors c'est d'autres raisons. Là, c'est pas la communauté noire, mais c'est celle du Moyen-Orient, Afghanistan, Irak, et plus loin encore. Et donc, en fait, en Turquie, on voit carrément que c'était un vrai business. On entend encore aujourd'hui Erdogan se plaindre au micro parce qu'il n'a pas reçu ses 3 millions d'euros. Ouais.
Faut pas l'oublier, ça aussi. La Turquie qui a dans été des une vraie conférences. passoire aussi, pour faciliter, Exactement, qui a été un et donc, facilitateur de ils ont- passage en Syrie. Et plus loin, là, il y a récemment sur une chaîne publique, il y avait un documentaire qui était pas mal sur ce business-là, le business des migrants. Il faut savoir que c'est pas nouveau, puisque dans ce docu, il déclare que carrément des camps de migrants qui sont aux portes, à la fin du Moyen-Orient, il y en a en Jordanie, il y en a au Liban, il y en a dans les pays du Moyen-Orient parfois, etc. Et ces zones-là, c'est des vrais business, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises signées par le CHR, donc les autres, c'est Haut commissariat aux réfugiés. Ouais, absolument. Qui déboursent des milliards et des milliards chaque année pour les mêmes entreprises, des entreprises de sécurité, d'identification d'empreintes, d'alimentation pour ces camps-là, de construction d'Algeco, etc. Et tout ça, c'est des milliards et des milliards. Et donc, faut savoir qu'il y a un lien sécuritaire, mais aussi économique qui joue dans tout ça. Ça arrange un peu tout le monde. C'est un jeu. Kadhafi avait prévenu, vous vous en souvenez, si toutefois on arrive à m'évincer, l'Europe sera envahie d'Africains. Parce qu'il savait ce qu'il faisait peut-être aussi lui-même, quoi. Je veux dire. Il savait ce que la Libye empêchait. C'est comme quand Bachar al-Assad dit que s'il tombe et qu'il menace derrière Israël, parce qu'il sait très bien qu'il maintient d'extrêmement bonnes relations avec Israël, et tant que c'est Bachar al-Assad à la frontière syrienne, notamment dans le Golan, qui est occupé par Israël, rappelons-le, il se passera rien du tout. Mais ça revient aux tables des négociations à chaque fois, cette phrase-là. Ouais. Mais alors justement, tiens, tu me tends une petite perche. D'ailleurs, même en France, la droite, qui est certains de droite qui étaient avait été visité notamment, ils mettaient souvent ça en avant, comme quoi c'était un rempart contre le terrorisme. Exactement. Il fallait défendre Bachar el-Assad. Exactement. Alors justement, tu me tends une perche avant d'accueillir Bachir qui souhaite prendre part à la discussion. Aujourd'hui, dans les médias, on a quoi? On a Yann Moix, on a Charles Consigny, on a Zemmour, alors qu'il se passe des choses absolument gravissimes dans le monde, notamment une détérioration sévère entre la Russie et Israël à propos d'un avion qui a été abattu en Syrie, à propos aussi d'une relation qui se tend aussi entre la Chine et les États-Unis, entre la réunion d'OPEP hier qui a eu lieu à Alger, et dit-on d'ailleurs un baril qui risque d'exploser à cause de l'Iran, enfin des accords iraniens que Trump a décidé d'enterrer. L'Europe semble avoir trouvé d'ailleurs une superfuge par rapport à cela, mais à $100 le baril, ça risque d'avoir des répercussions gravissimes. Nous, dans les médias français, on en est à des petites polémiques qui durent 24 heures, on en passe une, on continue. Enfin, c'est dramatique que l'aspect international ait complètement disparu de la scène médiatique. Surtout qu'on fait comme si ça n'avait pas d'impact sur le national, c'est-à-dire que là, le journal que j'ai ramassé dans le métro, la première page, c'est Manuel Valls. Qui devrait annoncer sa candidature ce soir à 19h. Et c'est complètement fou de lire cet article, parce qu'en fait, à aucun moment il y a une condamnation, à aucun moment il y a une critique du fait qu'il soit actuellement député, enfin tout ce qu'on a pu dire ici à la radio. Et c'est comme si, enfin on dit même, c'est écrit dans l'article, je cite quelque chose dans ce style, qu'il était très attaché à ses racines. Et quand on se rappelle du Manuel Valls et de ce qu'il disait concernant justement les descendants d'immigration postcoloniale et de leurs racines, et qui étaient pro-assimilation, ça me fait doucement rire. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, il revient aux sources, il est né à Barcelone. Mais il y en a qui sont nés à Bamako et qui ont envie de faire de la politique à Bamako, ils ont tout à fait le droit, et pour autant, ils sont français. Et non, on leur reproche, voilà. Bachir est avec nous, et on l'accueille, s'il vous le voulez bien, au 01 40 33 9000. Bachir, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous les invités. Alors, il y a beaucoup de réactions, parce que j'ai entendu pas mal de choses intéressantes, ce soir. Là, on commence fort, Donc, déjà pour la première, pour Valls, moi ça me dérange pas. Il a toujours dit qu'il était espagnol, pro Barcelone même. D'ailleurs, mais il y a quand même. Attendez, Bachir, si vous permettez, ça nous dérange pas non plus qu'il aille à Barcelone. Ça nous fera un peu de vacances. Le problème, c'est qu'il est député de la République et qu'il touche des deniers, issus des contribuables, et qu'il est payé à rien faire. Légalement, c'est vrai que c'est pas bon. C'est sûr, c'est pas bon. Mais dans la où il se présente là-bas. Moi, ça m'étonne à moitié. On lui a payé un match de Ligue des Champions pour voir son équipe préférée, donc moi là-dessus, ça m'étonne pas trop. Mais c'est vrai qu'il aurait déjà dû être condamné depuis très longtemps. Pour revenir, si possible, au pillage de l'Afrique, de la France qui pille l'Afrique. Oui. Oui. Elle pille pas l'Afrique. C'est les dirigeants africains qui pillent l'Afrique pour se faire payer par les pays occidentaux. C'est ça qu'il faut savoir. Alors Fatima n'a pas l'air d'accord. Mais non, ils ne pillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes les matières premières, les dirigeants africains? Ils vont les mettre dans leur poche. Évidemment, ça sert à l'industrie des pays industrialisés, des pays occidentaux. Mais Fatima, mais le Mali a signé un accord avec la France pour l'exportation de son or
ils n'ont droit mais qu'à il faut revenir à la 20%. définition Non, mais de je vais finir parce que là, ça. vous parlez de corruption. Ils ont signé un accord qui leur donnerait 20% au Mali, alors que ils ne savent pas combien de tonnes vont être extraits. 20% d'une tonne inconnue, on ne sait pas. Donc déjà, ça, c'est les dirigeants africains qu'il faut revoir en totalité. Ça veut rien dire en fait les dirigeants africains à partir du moment où les pays africains sont pas souverains. C'est-à-dire qu'un dirigeant africain, disons Thomas Sankara par exemple, qui veut pas aller dans ce sens-là, on va dire du néocolonial, en fait il se fait buter en 2 minutes. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui en Afrique. Un dirigeant africain aujourd'hui qui n'irait pas dans le sens des intérêts impérialistes occidentaux serait buté en 2 minutes. Voilà, ça s'appelle un coup d'État. C'est pas parce qu'ils sont corrompus, c'est que si c'était pas eux, ce serait d'autres. Maintenant, nous on parle de pillage des matières premières. Les matières premières, elles vont bien quelque part. Ouais. Voilà. Et alors, pardon, j'en profite pour ajouter un truc parce que tout à l'heure, Christophe, tu disais voilà, il faut éviter les débats périphériques, etc. Marginaux. Il faut essayer d'aller vraiment sur des problématiques les plus sérieuses possibles. Ouais. Il se trouve que sur la question des migrations, il y a des gens, des économistes, des politologues, etc. qui réfléchissent, voilà, à un semblant de solution. Et par exemple, on n'en parle jamais. C'est la responsabilité des firmes multinationales dans cette question des migrations. C'est-à-dire que tu prends une firme multinationale qui fait du dumping social, c'est-à-dire qu'elle va s'installer par exemple en Tunisie pour payer moins cher les salaires là-bas en Tunisie par rapport à la France. Forcément, les Tunisiens là-bas qui font exactement le même boulot que les Français ici en France vont être moins bien payés, donc vont vouloir migrer vers le pays où à travail égal il y aura un meilleur salaire. Donc si les firmes multinationales ne faisaient pas ce dumping social, c'est-à-dire que si elles payaient correctement l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du monde entier, pardon là ça fait un petit peu lutte ouvrière mais voilà je reprends les termes à l'ancienne, si payaient correctement les gens dans le monde entier, c'est-à-dire que s'ils ne profitaient pas de la faiblesse des uns pour pouvoir voilà mieux exploiter les autres, il n'y aurait pas ces migrations. Donc si les Tunisiens, les Béninois, les Africains notamment étaient payés correctement lorsqu'ils travaillaient dans des entreprises, notamment dans les firmes multinationales, il n'y aurait pas autant de migration. Donc voilà, il faut aussi pointer la responsabilité des grands groupes, des Renault, des Danone, en fait voilà, de tous ces grands groupes, Nike et compagnie, je suis Apple. d'accord avec Arlette. Je suis d'accord avec Arlette. T'aurais dû dire camarade, travailleur, travailleuse. Non mais juste sur la réflexion de Bachir, que l'on salue d'ailleurs, parce il y a la pub qui arrive, mais il y a quand même beaucoup de pays en Afrique où il y a des dirigeants qui sont extrêmement corrompus. Alors si je t'écoute, les pays sont indépendants. Est-ce que les pays si je t'écoute, ils sont corrompus parce qu'ils ont décidé de marcher dans le système. À savoir, ils n'ont pas décidé, c'est que s'ils ne le faisaient pas, il y aurait d'autres. Ils n'ont pas le choix. Il y aurait, mais Lumumba a été tué, Thomas Sankara. Il y a combien de dirigeants africains qui ont voulu justement être autonomes, être indépendants, marquer la souveraineté nationale de leur pays, etc. et qui ont été butés en 2 minutes et notamment butés pas avec l'aide des Français. Voilà, ça c'est connu. Moi, je vous renvoie au bouquin sur la France-Afrique. Je me souviens plus de l'auteur. On va chercher pendant la pub, si tu le permets. Et on est de retour très vite avec Fatima Wassak, notre politologue, avec notre Osinras et Nassim Lachlache. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec Fatima Wassak, notre politologue qui est avec nous. Je le sais, d'habitude c'est le mercredi, elle est là aujourd'hui, mardi. Ça fait du bien d'ailleurs de te voir le mardi, Fatima. Hein, il y en a un en tout cas qui est content, c'est aussi. Mais bien sûr, c'est ma première émission avec Fatima que il paraît que vous avez dit ça d'ailleurs lorsque vous êtes vu à la fête de l'UMA. Exactement. Elle a dû oublier, mais moi je me rappelle. Voilà. Ça s'arrange entre vous, c'est bien ça. Hein, c'est bien. Osinras et Nassim Lachlache aussi qui est là aujourd'hui. Et je vous rappelle la question du jour, est-ce que la France doit accepter l'Aquarius J'ai un peu de mal avec la question parce que ça me paraît tellement d'une logique, mais bon, on la pose quand même. Est-ce que la France doit accepter donc cet Aquarius qui demande une autorisation exceptionnelle pour donc accoster à Marseille? On écoutera d'ailleurs dans quelques instants quelques réactions de personnes qui sont assez pour et d'autres hostiles évidemment. Alors ceux qui sont hostiles, ils viennent de droite et de l'extrême droite bien entendu, et puis ceux qui sont plutôt favorables à l'image de Jean-Luc Mélenchon et de d'autres personnalités de gauche. Mais pour l'heure, on va attaquer notre premier avis tranché, un avis tranché en forme de freestyle. C'est signé Osinras. On est prêt ou pas? Oui, c'est bon, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché au signe, c'est Allô Vélo Bobo.
Ouais, exactement. Donc comme t'as dit, c'est un petit avis tranché en freestyle. De toute façon, même quand j'ai des donnes, ça change rien. On dirait que c'est du freestyle, donc ça va. Allo Vélo Bobo, c'est le bobo de bourgeois bohème. Tout ça pour dire en finalité que voilà, il y a certaines transitions écologiques qui sont tentées d'être mises en place en France. Malheureusement, on s'attaque pas à toutes les classes sociales, à tous les quartiers en France, à toutes les zones géographiques. Et voilà, je voulais l'expliquer en 2 secondes, ça va pas durer longtemps. Donner un exemple concret, c'est qu'en ce moment, on voit beaucoup, alors pour ceux qui sont pas sur Paris, le voient à travers la télé et les médias. Nous, on le voit sur Paris pour ceux qui y habitent. C'est les trottinettes électriques qui sont en libre service. À titre d'exemple, cette trottinette, pour y accéder, c'est très simple, c'est très ludique. Une application, on n'a pas besoin de rentrer carte bleue. On déconnecte et là, faut rentrer ses coordonnées bancaires. Le coût de connexion est d'1 € par course et 15 centimes la minute. Donc, qu'on calcule rapidement, même une personne qui parcourt 3-4 km aller et 3-4 km retour, donc qui l'utilise que pour quelques minutes pour son trajet de travail, ça lui coûterait à peu près 4,50 € par jour. Et même sans l'utiliser, car j'ai fait le calcul pour cette émission quand même, même sans freestyle, même sans l'utiliser les samedis, dimanches et les vacances, on arrive à 1495 € par an, ce qui est bien plus que la valeur réelle de la trottinette. Donc je pense que c'est des entreprises à rentabilité très forte. La preuve, elle en est où? C'est qu'on ne voit pas que des trottinettes et des vélib à Paris, on en voit aussi en extramuros entre guillemets, dans les banlieues et des fois plus loin, des vélib parisiens, des trottinettes, etc. Mais c'est pas pour autant que ces entreprises-là, elles mettent des moyens pour les récupérer ou pour attaquer les personnes qui les ont prises, volées ou déposées un peu plus loin. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait rentable pour eux et que ça tourne super bien. Pour question Vélib, on connaît à peu près les tarifs. On est à peu près aux alentours des mêmes tarifs, un peu plus intéressants puisque la première heure est à 1 €, parfois gratuite sur certains Vélib. Donc là, c'est intéressant. Sur les autres, la chose la plus intéressante pour les consommateurs, ça reste le covoiturage. Il y a un petit concurrent des sociétés de transport qu'on connaît en ce moment. Je vais pas citer leur nom, mais qui explose sur Paris. Donc c'est un système de covoiturage. C'est du chauffeur caché. C'est en vérité ils se font passer pour du covoiturage, mais en vérité c'est des jeunes chauffeurs qui mettent en place leur véhicule à disposition des gens pour les déposer sur des petites distances avec des tarifs exceptionnels. On arrive à des 3-4 € pour de Paris, sortir de Paris, donc on est à des taux super bas. Alors tout ça pour dire qu'il y a un manque d'équité dans les tarifs, certes, mais aussi dans le manque d'installation. On s'étonne aujourd'hui de voir des Vélib apparaître à Aubervilliers, voire plus loin, Stains, Saint-Denis pour la banlieue nord, jusqu'à Aulnay-sous-Bois, Sarcelles. Et pour la banlieue sud, pareil, on peut arriver jusque dans 77 et trouver des Vélib installés par les gens eux-mêmes, chez eux, débloqués, cassés, volés. Maintenant, moi je me pose la question réelle, à quel moment on pourra vraiment installer, est-ce que ce frein, la peur, quelle peur ont ces entreprises ou les politiques pour installer ce nouveau mode urbain de mobilité urbaine dans les quartiers? C'est quoi leur frein? Les quartiers? La criminalité, le vol, je pense bien aussi. Mais comme on a vu que sur Paris, ça les empêche pas de voler non plus les Parisiens ou de casser. Donc, est-ce qu'il y a réellement un manque pour eux? Est-ce que ce manque ne serait pas plutôt financier, qu'il y a une manne aussi pour eux dans les quartiers? Et surtout en termes d'équité, je pense que les politiques devraient s'y mêler. Et s'ils parlent sincèrement de transition écologique, c'est par là qu'il faut commencer. Tant qu'ils s'attaqueront qu'à une classe sociale aisée pour parler d'écologie, on n'y arrivera pas. À titre d'exemple, on voit souvent que les sociologues mondiaux, quand ils comparent la France à d'autres pays, c'est pas la seule, il y a d'autres pays aussi. Mais en tout cas, la France, à titre d'exemple, parce que je suis français, en France, on voit que l'écologie, l'environnement est très politisé. C'est réservé à une classe sociale très élevée, à une classe politique souvent attachée à des financements, à des conférences, etc. Quand on se retourne vers les États-Unis, pourquoi je me tourne vers les États-Unis? Parce qu'on a eu la chance il y a 2 ans d'accueillir pour la COP21, il y a 3 ans, des militants associatifs américains populaires, des quartiers, des citoyens, et ils étaient tous d'origine afro-américaine, amérindienne et latino. Et ils nous expliquaient que chez eux, c'est tout l'inverse. La politique ne se mêle pas d'écologie. C'est quelque chose de très populaire. C'est les citoyens qui s'y mettent et les associations. Donc en France, on a un exemple très différent. Et tant que l'écologie, l'environnement reste cloisonné entre personnes en costume, ça pourra pas être populaire et ça pourra pas toucher tout le monde. Je tiens à terminer par des images que certains ont vues. Ce gros glacier qui s'est effondré au Groenland, c'est un glacier de 13 000 tonnes ou de 20 000 tonnes. C'est exceptionnel. C'est 160 mètres sous l'eau. Faut savoir qu'il s'est détaché, qu'il va fondre dans l'eau. C'est une des plus grandes preuves du réchauffement de la planète. Il y a aussi les dérèglements climatiques qu'on a vu ce week-end en Tunisie, qui a fait des morts. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Je pense que vous en avez déjà parlé. Voilà, tout ça, faut y penser.
c'est pas réservé à une classe sociale. C'est pas que les riches qui vont tomber, qui vont être en manque d'eau dans quelques années, qui vont être impactés par le réchauffement de la planète. C'est tout le monde entier. Donc voilà, je voulais que les politiciens en France en tout cas, les médias et tout le monde s'y mettent pour mobiliser le plus de monde possible. Merci Hossein. Je sais pas si Fatima ou Nassim souhaitent apporter un commentaire. J'ai peut-être dit des bêtises. Je suis pas climatologue, je suis pas météorologue, mais voilà, j'ai parlé en tant qu'être humain. Non, mais j'ai l'impression que le sujet est extrêmement important, mais pourtant tout le monde s'en fout. Ouais. Hein, c'est vrai ou pas? Tout le monde s'en fout, contre-fout de ce qui se passe sur la planète, de ce qui se passe. C'est vrai que, alors évidemment, on s'en inquiète lorsqu'il arrive des catastrophes, à l'image de ce qui s'est passé en Tunisie. Ça a quand même fait 6 morts du côté de Nabeul, plus d'1,70 m dans les rues de Nabeul. C'est fou. C'est-à-dire qu'il est tombé en équivalent d'une journée à peine 6 mois de pluie. C'est une catastrophe, et il y a des exemples comme ça, je veux dire, partout dans le monde, y compris d'ailleurs en France. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous responsables, mais on fait rien non plus pour que ça s'arrange. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que les dirigeants aussi, il faudrait peut-être qu'ils commencent par montrer l'exemple. Peut-être ne le font-ils pas, mais ça se passe déjà à l'échelle de chez soi, par le tri sélectif, par éviter de jeter des conneries partout dans la rue. Et même là, encore une fois, j'ai envie de dire, pour continuer hors chronique, on s'attaque souvent même, on s'attaque à la population, certes, il faut leur parler de tout ça, etc. Mais à quel moment on s'attaque aux entreprises? Quand on va faire les courses, ça passe par des trucs tout bêtes. Quand on voit un paquet un paquet de gâteaux où il y a 3 emballages, c'est tout bête, mais un seul emballage, on n'est pas, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, et ça c'est un gros impact dans les déchets qui impactent fortement juste sur le sujet. Ça me fait penser un petit peu quand on traite la question du racisme, justement, et quand on oppose racisme institutionnel, enfin on l'appelle comme on veut, hein, parce que racisme d'État fait parfois polémique, mais racisme systémique, institutionnel, d'État, et qu'on l'oppose parfois au racisme interpersonnel. Ben moi, je fais le même rapport avec toute la question que vient aborder Hossein, c'est-à-dire ce qu'on va faire nous en tant que personne individuellement, les émissions d'effets, les émissions, merci, de gaz à effet de serre, etc. avec nos véhicules, les particules, tout le temps on est là en train de nous culpabiliser. Alors bien évidemment qu'on a une responsabilité, un rôle à jouer, mais il est tellement en fait minime par rapport à ce dont vient de parler Hossein à l'instant là, c'est-à-dire les entreprises. C'est-à-dire que ça, c'est le racisme systémique. Et en fait, nous, quand on fait de la pollution avec la cigarette ou avec la voiture, etc., c'est le petit, enfin pas le petit racisme, comprenons-nous bien, mais je veux dire, c'est pas forcément à ça qu'il faut s'attaquer en premier, en tout cas. Et on est tout le temps en train de culpabiliser, et effectivement les plus pauvres, les classes les plus populaires, et je vois que ça se reproduit dans énormément de communes. Dès qu'on veut faire quelque chose, par exemple, on a proposé dans les grands ensembles dans ma ville du compost, des choses comme ça. Mais tu sais, la personne elle est pas dans ce délire, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que déjà tout un travail à effectuer avant qu'on lui parle de compost, on saute des étapes. Et alors quand les gens du coup quand ça fonctionne pas, on considère que limite ils sont pas civilisés et qu'on doit les civiliser. Et du coup il y a un paternalisme qui derrière double la chose. Enfin voilà, c'est vraiment agaçant, et je alors que les paternalistes qui agissent eux-mêmes ne font pas ce qu'ils demandent de faire. Ouais, eux ils roulent en diesel, ils ont pas de problème. Et là où je rejoins Nassim en plus, c'est que quand le premier souci des foyers dans les quartiers, on le connaît, il est économique. Bien souvent, il est économique. Je pense qu'il y a aussi des transitions économiques des transitions écologiques qu'on peut faire où on peut porter le plus d'importance. Par exemple, c'est l'énergie. Un habitant qui souhaiterait changer d'énergie ne peut pas. Il reste sur l'électricité et le gaz comme c'est proposé par le bailleur. Il n'a pas ce choix de choisir une électricité solaire ou une éolienne dans le quartier ou sur son balcon. Tu vois, c'est vrai que, comme dit Nassim, tous les choix ne sont pas imputés aux habitants. Donc déjà, il faudrait commencer par les entreprises, par le gouvernement, etc. Et à un moment donné, je pense que les habitants ils pourront suivre quand ils auront plus de choix. Fatima, après, le compost, c'est vrai que c'est un peu loin. T'as pas entendu là-dessus? On a déjà parlé de l'écologie. Moi, je suis pour l'écologie politique, c'est-à-dire que effectivement, déjà, il faut pas parler uniquement à l'échelle de la France, parce que justement, s'il y a bien un enjeu sur lequel il faut parler à l'échelle mondiale, c'est bien l'enjeu environnemental, parce que voilà, il y a les enjeux qu'il y a ici dans les pays industrialisés. Il faut voir aussi les enjeux dans les pays dits sous-développés, c'est-à-dire que voilà, il faut quand même poser le fait que les déchets des pays industrialisés sont massivement envoyés dans les pays, notamment en Afrique. Ça c'est la première chose. Et puis oui, sur le fait que les classes populaires s'investissent peu, et notamment les descendants d'immigrés s'investissent peu sur les questions écologiques, c'est pas parce qu'ils ont autre chose à s'occuper, parce qu'il y a trop de chômage, trop de misère, etc. En fait, il y a pas mal d'études qui ont montré que souvent c'était en lien avec l'attachement
en tout cas l'intégration et l'appropriation de la terre en fait. C'est-à-dire est-ce qu'on se sent chez soi. Et tu vois le meilleur exemple c'est par exemple au Maroc dans le Rif, moi quand j'étais petite, il y avait des gens qui manifestaient pour qu'on ne creuse pas la plage. Parce que voilà dans le Rif les plages sont tu sais avec du c'est pas du gravier, si c'est du gravier, je sais plus. Ouais, des espèces de gravier, on est en caillou, c'est voilà, pas du sable. Voilà, c'est pas du sable à certains endroits. Et voilà, il fallait à un moment donné que le Rif soit aussi touristique que la côte atlantique. Et du coup, il y a comme ça des pelleteuses, etc., des grosses machines qui sont venues pour vider le sable en fait, vider la mer. Et il y avait des manifestations de Rifins qui ne voulaient pas. Bon après avec un discours plutôt religieux pour dire voilà on touche pas à la nature, etc., etc. Les mêmes tu les mets dans le nord de la France, tu leur dis tu t'habilles en bobo hippie, etc. Tu leur dis venez chez les Verts ou chez les écolos, etc. Ils vont dire au secours. Enfin, ils vont pas du tout se sentir investis de la même manière. C'est-à-dire que dans le Rif, ils vont se mobiliser sur des enjeux environnementaux. Ouais. Dans le nord de la France, ça va pas du tout les intéresser parce qu'en France, ils se sentent pas chez eux. Donc il y a déjà cette première chose. Et puis autre chose, et je m'arrêterai là, mais là à l'instant, je viens de voir qu'il y a Le Point qui a fait un papier sur le front de mer. Tu vois, un papier, mais bon, après je vais même pas commenter parce que pour moi c'est un journal d'extrême droite, donc je m'en fous, puis je m'en fous complètement du connard de journaliste qui a fait le papier. Il y a un truc que je vais relever quand même qui est intéressant, c'est le Front de mer, on se mobilise notamment sur des questions environnementales et notamment l'alternative végétarienne. Pas que, tu vois, sur la question du numérique, elle est aussi environnementale. Donc il y a comme ça des enjeux environnementaux qui sont pour nous importants. Oui. Et par exemple sur l'alternative végétarienne, voilà, si pour nous c'est un enjeu environnemental, c'est pas qu'un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu Nassim le sait mieux que moi, un enjeu de justice sociale, un enjeu d'équité, etc. Mais c'est aussi un enjeu écologique. Et là-dessus, nous, on est sincères. Tu vois, nous, on veut pour nos enfants, on veut pour les générations futures, etc., etc. Tu sais pas que ce journaliste-là, dégueulasse, mais vraiment, comment ils sont capables de descendre, d'être dans cette puanteur, quoi. C'est plus du journalisme, c'est vraiment de la clochardise. Tu sais pas qu'il est parti dire, mais vraiment dans une vision complotiste, qu'en fait ça, c'était pour infiltrer l'indigénisme, l'islam, le nanan. C'est-à-dire que, à partir du moment où t'as des parents des quartiers populaires qui s'investissent sur une question environnementale, non, derrière il y a l'islam en fait. Derrière c'est le halal. Derrière on veut islamiser la France, imposer la charia, etc., etc. Tu sais pas que de la même manière, bon, pas dans cet article-là. Mais il y a pas longtemps, comme on se mobilise aussi pour le numérique, tu vois, en disant voilà, les enfants des classes populaires sont particulièrement concernés par la question du numérique parce que c'est eux qui consomment le plus d'écran, tu vois, Christophe, on en avait déjà parlé. Ouais. Tu sais que c'est pareil. C'est le même type de clochards qui sont venus nous dire en fait on vous a vu toujours dans ce truc complotiste en fait c'est parce que vous êtes des salafistes que vous êtes contre, que chez vous il n'y a pas d'écran parce que pour vous chétan et tout ça et que c'est pour ça que vous êtes mobilisés sur les enjeux du numérique. Donc tu vois les habitants des quartiers populaires quand ils se mobilisent sur des questions environnementales on les renvoie pas tout de suite au sérieux, à leur religiosité sous prétexte qu'on n'utilise pas forcément les termes environnementaux en fait tu vois, mais si dans les quartiers on peut se mobiliser contre la pollution sonore, on peut se mobiliser contre les rats, tu vois, ça c'est de l'écologie. De pas vouloir que tes enfants ils jouent avec des rats, c'est de l'écologie. Enfin, tout ça. Mais on n'est pas pris au sérieux, voilà. On n'est pas pris au sérieux, on n'est pas respecté. Et puis comme je disais tout à l'heure, voilà, à partir du moment où on a l'impression qu'on n'est pas chez nous ici, bon, ça peut jouer aussi sur le fait qu'on se mobilise pas particulièrement sur les enjeux écologiques. Mais on y travaille, tu vois. Comment ça s'est passé d'ailleurs le 15 septembre dernier? Alors tu sais d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait ils ont envoyé une journaliste infiltrée à notre truc. Et en fait ils étaient verts. Bien sûr que j'ai reconnu tout de suite. Ouais. Ils étaient verts de terre parce qu'ils ont rien vu. En fait ils étaient là parce qu'ils s'attendaient à voir des barbus, des voilés complotés, etc., etc. Et en fait comme ils ont rien vu, ils ont vu des enfants jouer, des parents parler comme ça entre eux, etc. sur des enjeux d'éducation, de transmission, que c'était bien, que c'était que c'était beau gosse quoi comme on dit. Et ben voilà, et du coup ils ont essayé de faire quand même nous rattacher, donc ils ont sorti tel nom de une grande militante, en plus je suis dégoûtée pour elle mais bon tant pis, on s'en fout du point de toute façon, de Nanterre qui s'appelle Farida Ben Merabet. Donc ils ont décidé c'était une islamiste, ils ont décidé voilà. Alors par exemple, parce qu'il y a l'alternative végétarienne, donc ça c'est le grand complot islamiste. Il y a aussi par exemple la critique des médias. Tout le monde fait ça, tu vois, tu vas à Sciences Po, ils font de la critique des médias, c'est la base de la base aujourd'hui de la sociologie. Mais nous on a décidé de faire un atelier critique des médias avec l'association Get Up, et là c'est pareil. Voilà, ils critiquent les médias, donc ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est le complot, c'est Soral, c'est Dieudonné, etc., etc. Enfin, quoi que tu fasses, de toute façon, t'es renvoyé. C'est de l'islamisme, c'est du communautarisme, c'est de l'indigénisme. Ouais. Mais quand même, tu vois,
Je tiens à dire quand même qu'ils ont envoyé du monde. Ils ont envoyé genre des infiltrés, comme s'ils allaient infiltrer le Front National ou le groupe Génération Identitaire, etc. Tu te rends compte la honte d'aller infiltrer comme ça des mamans des quartiers populaires. Ils ont envoyé quelqu'un et ils ont rien vu. Et je sais que le journaliste là qui a fait son papier là, il est vert de terre. Voilà, il est vert de terre parce qu'il avait rien à se mettre sous la dent. Soi-disant, il devait faire un dossier. Finalement, il a fait un article de 10 lignes là parce qu'il avait rien. Voilà, donc ils peuvent continuer à nous faire. Excuse-moi Christophe, je te monopolise ton antenne, mais c'est pour te dire qu'ils peuvent continuer. De toute façon, nous, on avance. Voilà, on s'en bat les reins. C'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça l'essentiel. Non, mais je l'ai dit là, c'est pour l'anecdote. Ah non, mais Fatima, tu sais, énervée. Fatima, c'est un diesel, tu sais. Non, mais... Elle arrive, elle est là, tranquille, machin, et dès qu'elle commence à accélérer, qu'elle chauffe, boum, ça monte dans les tours. C'est comme ça. Non, pas du tout au contraire. Je dis, franchement, nous, ça glisse sur nous. Non, c'est anecdotique. C'est pour te dire que même quand on est sur des enjeux environnementaux, l'essentiel, c'est que ça on nous marché, laisse Fatima. pas. Mais bien sûr, on avance. Mais Il y a bien, du la preuve, ils sont verts. J'ai envie On de dire, avance. dès que tu viens des quartiers où tu es d'origine, surtout musulman, dès que tu veux changer les choses, t'es toujours attaqué. Non, Quand c'est c'est clair. pas la politique locale, ça va être les médias, etc. Et ils recherchent toujours. C'est clair. Bon, c'est relou. D'accord. dans un Ils instant, n'y arriveront pas en tout cas. Quoi. un petit avis tranché avant le zapping, avant le buzzer. Fatima, tu vas nous parler de quoi dans ton avis tranché? Eh ben, une fois n'est pas coutume de victoire. Ah, Ouais. ah bah ça c'est bien. Quelque chose de positif, ouais. Avec un grand sourire, la victoire, voilà. Donc à suivre une victoire dans quel domaine? Ben vous le saurez dans un instant si vous restez évidemment avec nous à l'écoute de France Maghreb 2 et vous pouvez évidemment intervenir au 01 40 33 9000 en compagnie de Fatima Wassak, de Nassim Lachlache et de Hossein Ras. LGF le grand forum avec Fatima Wassak, Hossein Ras et également Nassim Lachlache. Ouais, Hossein qui se lance dans des jeux de mots incroyables. Bon, c'est parti pour un deuxième avis tranché. Après avoir parlé d'écologie avec Hossein, on va parler de victoire avec Fatima Wassak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Une victoire, et une belle victoire même Fatima aujourd'hui. Oui, bah oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une très belle victoire, donc une fois n'est pas de coutume, victoire d'une mobilisation menée par les habitants et les habitantes de Bagnolet, les mamans et les jeunes du quartier pour des ascenseurs en marche. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut se réjouir de victoire quand on milite, donc voilà, là je vais me faire plaisir et je vais vous faire plaisir. Pour info, les ascenseurs de la rue Sesto dans le quartier de la Capsulerie à Bagnolet étaient en panne depuis 4 ans. Voilà, imaginez des immeubles de 18 étages, femmes enceintes, personnes handicapées qui peuvent pas sortir de chez elles, personnes âgées, idem, etc. On a appris hier, via le député Alexis Corbière, que le bailleur, Logirep, s'engageait à remplacer tous les ascenseurs des immeubles, donc 8 en tout. Voilà, c'est vraiment une grande victoire obtenue grâce surtout à la mobilisation des habitants et des habitantes et à la mobilisation associative. Alors, j'aimerais revenir sur l'itinéraire d'une mobilisation réussie parce que les problèmes à Bagnolet sont les mêmes dans beaucoup de quartiers populaires dans le 93 et partout en région parisienne. Alors, une dame, Fatoumata Dramé, nous appelle, donc l'année dernière, nous, association de mamans, de l'association donc EEB, pour nous demander de l'aide suite à un accident dans un ascenseur défaillant dans lequel elle a failli mourir. C'est son mari qui l'a rattrapée par la jambe, sinon aujourd'hui elle serait morte. À partir de là, on s'énerve sérieusement. Donc on organise des réunions publiques dans le centre social du quartier, on organise des pique-niques. Végétarien, je précise. On fait du porte-à-porte pour mobiliser les gens. On demande un bus au maire de Bagnolet qui joue le jeu et accepte. Voilà, ça je tiens à le dire. Le maire de Bagnolet, Tony Di Martino. Et on va mettre un coup de pression avec à bord de ce bus aux dirigeants de Logirep devant leur siège social à Suresnes avec un mot d'ordre: ascenseur en marche pour le respect de notre dignité. Alors cette mobilisation s'est prolongée depuis l'année dernière et elle a pris de l'ampleur il y a quelques mois quand il y a eu des coups de feu dans le quartier de la Capsulerie. Pendant que les politiciens demandaient un plus gros commissariat pour régler les problèmes de violence et de drogue, nous, notre discours a consisté à dire que la solution ne pouvait passer que par l'investissement des espaces publics, par les habitants eux-mêmes, et donc exiger à la base déjà que les gens ne soient pas enfermés chez eux, de peur d'être bloqué dans l'ascenseur ou de peur de devoir monter 17 étages à pied. À partir de là, c'est l'association AEB menée par Chouki Haddad qui a beaucoup travaillé avec les jeunes du quartier.
Ils ont organisé des barbecues. Alors le premier, on a réussi à faire qu'il soit végétarien, mais les suivants, voilà, ils nous ont dit non. Voilà, c'est difficile d'être sur tous les fronts en même temps, mais voilà, on a essayé de concilier ces deux luttes. Ils ont aussi organisé une pétition et là, quasiment tous les habitants du quartier ont signé cette pétition. Ils étaient derrière les jeunes. Ils ont commencé une démarche avec des avocats aussi, 2 avocats pour attaquer en justice Logirep, et ils ont sollicité le député de Bagnolet-Montreuil, Alexis Corbière, qui a fait le taf. Voilà, il faut le dire. Il a écrit à Logirep, donc il lui a répondu par courrier que les ascenseurs allaient être intégralement remplacés. Voilà, ça peut être très 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 utile d'avoir un élu qui fait son travail. Voilà, je voulais partager cette victoire bagnoltaise pour dire aux habitants des quartiers populaires que la lutte paye, concernant les ascenseurs en panne, concernant aussi les écoles de seconde zone, concernant la salubrité, concernant la pollution, concernant le manque de services publics non répressifs, concernant tous les problèmes qu'on peut avoir dans les quartiers populaires. La lutte paye. Voilà, donc bravo aux femmes qui se sont mobilisées. C'est pas facile de militer quand t'as 2-3 gamins en bas âge qui traînent dans tes jupons. Voilà, mais on l'a fait. Bravo surtout aux jeunes de la capsulerie. Donc à nos petits frères qu'on stigmatise tout le temps, voilà, ils n'ont même pas rigolé. En 2 minutes, dès qu'ils ont commencé à se mobiliser, Logirep a bien réfléchi avant de leur dire que tout allait bien et avant de leur dire circulez, il y a rien à voir. Voilà, ça a payé. Aujourd'hui, ces jeunes de Bagnolet, c'est vraiment, ils ont donné une leçon, vraiment, je le dis, au monde entier. En tout cas, vraiment, cette mobilisation doit être une fierté pour nous, une référence pour nos combats futurs, qui sont nombreux, parce que là, il s'agit d'une bataille gagnée. Mais voilà, la guerre est bien loin d'être finie. En l'occurrence ici, il faut encore exiger réparation et juste dédommagement pour Madame Dramé, dont je parlais pour commencer. Il faut imposer que les habitants soient associés à la rédaction du cahier des charges pour éviter de repartir encore sur du matériel bas de gamme. Il faut s'assurer que Logirep se presse pour tenir ses engagements, parce que chaque jour qui passe vraiment est un scandale honteux pour les habitants qui vivent dans ces conditions. Voilà, pour continuer le combat et aussi pour fêter la victoire, parce que voilà, on a aussi envie de temps en temps de fêter nos victoires. Rendez-vous ce dimanche après-midi sur la dalle Logirep à la capsulerie, donc à Bagnolet, à l'invitation de l'association AEB. Voilà, la lutte paye et elle continue. Merci Fatima, mais ce que je retiendrai au-delà de cette très belle victoire, c'est que vous avez des habitants dans un quartier qui restent 4 ans sans ascenseur. 4 ans. Ouais. Et d'ailleurs, ça a même passé, je crois, à la télé hier sur BFM, où effectivement ils ont parlé de Bagnolet en disant qu'il y a des femmes handicapées, des femmes ou des hommes aussi qui sont vieux, hein, effectivement, qui habitent très haut et qui ne peuvent plus sortir de chez eux parce que effectivement il n'y a pas d'ascenseur. Donc c'est un drame, vraiment. Non mais Logirep, c'est un scandale régional. En fait, Logirep, c'est un scandale. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ma chronique là-dessus, c'est dès qu'il y a des jeunes de quartier. Parce que tu vois, nous, quand on s'est mobilisés, bon, c'est sûr qu'on a obtenu des trucs, on a obtenu le remboursement de charges, etc. Mais voilà, nous, tu vois, le max qu'on peut brûler, c'est des merguez, tu vois. Alors que des jeunes qui commencent à se mobiliser, tout de suite, je t'assure que c'était pas le même rapport. Là, j'ai vu tout de suite, ça faisait la diff. Donc, et c'est vraiment un message pour dire, voilà, quand il y a des problèmes comme ça, qui sont quand même, attends, la base, c'est prendre des gens pour des chiens quand même. Qu'ils puissent même pas, c'est pour nos mamans âgées, c'est pour nos enfants qui ont un handicap, les femmes enceintes, etc. Quand la base de la dignité n'est pas respectée, voilà, dès qu'on se mobilise, en réalité, voilà, on peut plier le game. Pourquoi aussi? Parce que Logirep sait que le droit n'est pas de son côté, sait que la justice n'est pas de son côté. Ils savent très bien qu'ils agissent dans l'illégalité. Donc quand on se mobilise, on gagne. Après, c'est difficile pour les gens de se mobiliser, faut dire ce qui est. Ouais. Parce que voilà, t'as toujours peur des conséquences de la mobilisation, etc. Mais en tout cas, je tenais à dire quand même que voilà, ça paye. Parfois, on peut obtenir gain de cause. Alors, c'est pas grand chose, hein. C'est pour ça que j'ai bien insisté pour dire que la guerre n'était pas gagnée. C'est juste une bataille. Il y a encore d'autres problèmes, hein. C'est typiquement la capsulerie. C'est typiquement les quartiers populaires où il y a 1000 problèmes à régler. Mais voilà, mais ça fait plaisir quand même de dire que quand on se mobilise sur un problème, on peut quand même gagner. Bon, vous avez pas ça à Fontenay, Nassim? Vous avez pas de problème d'ascenseur? Bon, si, comme partout, mais c'est vrai que pas pendant 4 ans à régler le problème, quand même. Enfin, on met pas 4 ans. Après, je sais pas si ça dépend de qui, mais parce que c'est vrai que à un moment donné, il y a, faut voir avec les expériences ici et là, mais j'ai le sentiment qu'à un moment donné, les habitants de quartiers populaires se résignent.
C'est-à-dire que on n'y croit plus trop. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont attendu 4 ans, parce qu'ils se sont dit de toute façon ça sert à rien, etc. Et on te le fait bien comprendre. Je veux dire, quand on délaisse, qu'on ne fait pas de réhabilitation, qu'on ne fait intérieur et extérieur, hein, parce qu'il suffit pas que de mettre un coup de peinture aussi. Il y a aussi l'intérieur. On parlait tout à l'heure d'écologie et des économies énergétiques qu'on peut faire juste en mettant du double vitrage, par exemple, pour des foyers, des familles, c'est énorme. En mettant des tableaux électriques aux normes, des choses comme ça. Ouais. Enfin, à Fontenay, oui, on a aussi des problématiques d'ascenseurs, mais c'est vrai que pas aussi criantes en tout cas que celles qui ont été décrites. Et bravo. Ouais, carrément, là, c'est des ascenseurs défaillants, là, qu'on parle. Bah, parce que nous, c'est souvent des pannes d'ascenseurs qui arrivent, donc, entre le bailleur et les payés en maintenance aussi, donc, ils viennent pour réparer les ascenseurs, ça dure quelques jours au max pour les cas les plus durs, mais là, quand j'entends 4 ans, ça me choque. Après, c'est pas 4 ans non-stop, c'est en fait des ascenseurs qui tombent en panne très régulièrement, et le problème de ces pannes récurrentes, c'est que les gens ont peur de sortir. Par exemple, les personnes âgées, il y a un vieux, le pauvre, d'ailleurs, l'année dernière, on a essayé on voulait le filmer, etc., pour vraiment dire, regardez, c'est un monsieur, il est pas sorti de chez lui, parce que la dernière fois qu'il est sorti, il est resté en bas, et c'est les pompiers qui ont dû le monter. Ouais. Du coup, et en fait, le pauvre, il est resté des mois chez lui, et il est mort là, tu vois. Il est mort chez lui sans avoir vu la lumière du jour, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé quand même, tu parlais, Nassim, de réhabilitation. En fait, la douille dans l'histoire, c'est qu'il y a 4 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé les ascenseurs. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, les ascenseurs et tout, il faut les changer, etc. Mais des ascenseurs, tu vois, à un niveau, voilà, c'est des ascenseurs, je me souviens plus de la marque allemande, mais Faim, je crois, je me souviens plus, mais en tout cas une bonne marque allemande. Ils les ont changés et ils ont mis à la place du matériel low cost, en fait. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est à l'occasion d'une réhabilitation, en fait, qu'il y a eu ce matériel-là. Et du coup, c'est vrai que les habitants, bah, tu vois, c'est du nouveau matériel. Ils vont pas tout de suite se dire, bah, on va se mobiliser pour qu'ils changent le matériel. Tu vois, tu te dis, bah non, tu vas pas te mobiliser pour que celui qui vient de changer l'ascenseur va à nouveau. Ouais. Tu vois, tu te dis, donc, voilà, ça a pas pris tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y a une femme qui a failli mourir, quoi. C'est ça qui a fait vraiment déclic, où tu dis, purée, mais non seulement, voilà, c'est vrai que c'est galère et tout, mais carrément, je peux mourir, mon enfant peut mourir. C'est ça qui a fait déclic. Donc voilà. Et alors, quand même, pour terminer, ça a pas duré 1 an, en fait, la mobilisation. Il y a eu une mobilisation l'année dernière, et en fait, en réalité, là, comme il y a eu des coups de feu, la mobilisation a repris il y a quelques semaines, en réalité. Et à partir du moment, et c'est ça qui est important de dire, à partir du moment où les jeunes du quartier se sont mobilisés, franchement, ça a pris quelques semaines. C'est ça qui est important de dire. C'est dans les quartiers populaires, vraiment, et moi je le dis, c'est mes petits frères, et comment dire, c'est une manière de les honorer, en fait, de dire ça. C'est que ça passe par eux. C'est qu'à partir du moment où eux se bougent, c'est toutes les familles qui se bougent. Ils peuvent vraiment faire la différence. Et là, bah, la preuve, c'est que voilà, le GIREP, ils ont bougé. Ils ont bougé tout de suite. Bon, on a un zapping à faire. Alors on y va. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Le zapping, donc, avec cet excellent jingle, pour illustrer, et le gouvernement est en service après-vente pour présenter le budget 2019, qui est sorti, vous le savez, hier. Et donc quelques ministres qui font la tournée des médias. Le ministre des Comptes Publics, vous le connaissez, Gérald Darmanin. Eh bien pour lui, l'ISF est un impôt idiot. Mais il y a aussi 4,5 milliards de cadeaux faits aux ménages les plus riches entre la transformation de l'ISF et la flat tax. Que sont devenus ces 4,5 milliards? Est-ce qu'ils ont ruisselé? Est-ce qu'ils ont créé des emplois cette année? Mais c'est cette année que nous supprimons l'impôt. Oui. L'année dernière, nous avons discuté de cette suppression d'impôt, taxe d'habitation pour la plupart des ménages et ISF que nous avons remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est 3 milliards et pas 4. Mais enfin, je comprends que c'est beaucoup d'argent, évidemment, qui doivent retrouver dans l'économie. C'est cette année que les Français, notamment ceux qui payaient ces impôts, ne les payeront pas. Les Français, par exemple, dans les semaines qui viennent, vont recevoir leur taxe d'habitation. Donc c'est que l'année prochaine, malheureusement, si j'ose dire, nous aimerions que ça arrive encore plus rapidement, que l'on verra le pari réussi du gouvernement, c'est-à-dire de l'argent qui va directement dans les entreprises. L'argent économisé par les particuliers va aller directement dans les entreprises. Mais l'ISF, c'est un impôt idiot qui n'a été copié par personne. Et vous savez, les grandes fortunes textiles, par exemple, de ma commune de Tourcoing, sont parties de l'autre côté de la frontière, là où il n'y avait pas cet impôt sur la fortune. Mais pour beaucoup de Français, c'est 4,5 milliards offerts aux ménages les plus riches. Non, ils ne comprennent pas forcément où vont ces 4,5 milliards. C'est des cadeaux offerts à l'emploi. C'est des cadeaux offerts à l'emploi. Les Français voient bien que le système fiscal sur lequel nous avons fonctionné jusqu'à présent, ça donne 9% de chômage. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait été élu pour faire comme avant. Bon,
Gérald Darmanin, qui assure bien le service après-vente. Tiens, Nassim, le budget 2019, on peut en parler, c'est une douille ou pas cette histoire-là? Pour réagir rapidement au passage qui vient de passer, moi ça m'a toujours fait rire, mais c'est partout, dans tous les pays. Alors là, ça marche en France en disant les Français. C'est le nombre de personnes qui parlent au nom en fait des Français en disant ce que les Français veulent, ce que les Français ont entendu, ce que etc. C'est-à-dire de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, enfin où on veut. Enfin, c'est affolant, je veux dire. Donc la journaliste lui dit ce que voient les Français, c'est les 4 milliards et demi de cadeaux aux riches, et il lui répond ce que veulent les Français. Enfin, en gros, il y a les Français, on sait pas c'est qui, mais ils sont en otage. Et c'est, enfin bon, c'est juste, c'est quand même fou. Et il y avait une campagne qui s'était déroulée, c'était en Hongrie. Bon, l'exemple est bon, le pays n'est pas le bon exemple, mais l'exemple est bon, puisqu'en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était prendre des personnalités publiques, des députés, on devrait le faire ici, hein, et les montrer aux gens dans la rue, et en leur disant est-ce que vous connaissez ces gens? Et les gens répondaient bah non, c'est vos députés, et en fait eux ils parlent pour vous, et à chaque fois c'est donc les Hongrois ceci, les Hongrois cela, les Hongrois ne veulent plus d'immigrer, les Hongrois, alors que les gens dans la rue sont pas forcément à l'image de ce qui se passe, voilà, surtout s'il y a de la proportionnelle en fonction de l'organisation. Voilà, donc c'était juste ça pour rebondir sur le budget en lui-même. L'ISF c'est un impôt idiot? Je trouve que c'est sa phrase qui est idiote. Dans ces cas-là, tous les impôts ils sont idiots et on arrête d'imposer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus riches. En plus, c'est un impôt personnel, c'est même pas un impôt sur l'entreprise. C'est ça que la journaliste a été choquée quand elle lui dit que ça va créer de l'emploi. C'est un impôt personnel sur la fortune personnelle, si je me trompe pas. C'est pas un impôt d'entreprise. C'est pas parce que moi, entrepreneur ou chef d'entreprise, je vais payer moins d'impôts. Ah tiens, je vais employer 10 personnes, j'ai envie d'aider. Pas du tout. Je vais il va acheter un yacht. Exactement, c'est ce qui va se passer. Quand on impacte sur un impôt personnel, on impacte sur la consommation personnelle. Donc d'accord, ils vont consommer peut-être plus et ça va impacter le reste de fil en aiguille, mais ça peut pas impacter l'entreprise. Et deuxième chose, il a dit la plus grosse des bêtises, l'ISF n'est pas seulement payée par les chefs d'entreprise, elle est payée par des personnes qui n'emploient personne. Ouais. Elle est payée aussi par des cadres qui parfois gagnent des 40 000 euros par mois, voire plus. Bon là, c'est pas le cas pour l'impôt sur la fortune, mais il y a des grosses sommes astronomiques qui sont données à des personnes qui ne sont pas patrons d'entreprise et qui n'ont aucun impact sur l'emploi, même s'ils le voudraient. Donc voilà, ça, je trouve ça super bête de ramener tout ça à l'emploi. En parlant d'ISF, je trouve ça ridicule. Dans ces cas-là, on enlève la TVA et les familles elles consommeront plus et donc on va créer de plus d'emplois. Je comprends pas en fait ce qu'ils veulent dire. Un petit mot sur le budget 2019 présenté hier en Conseil des ministres. Un petit mot sur le ministre Darmanin quand même, parce que alors lui, vraiment, je supporte pas. Déjà on note qu'il est toujours en liberté. Comment sa voix, sa manière de parler, il est vraiment, il m'inspire que du dégoût. Mais vraiment, c'est sonore là. D'habitude c'est quand je le vois, mais lui c'est vraiment je peux pas. Il ose là attaquer pour dénonciation calomnieuse la femme qu'il a accusée de viol. Donc voilà, le juge a considéré qu'il y avait non consentement, mais qu'il n'y avait pas conscience du non consentement de la part de Monsieur Darmanin. Mais il y avait non consentement quand même, et il attaque pour dénonciation calomnieuse. Donc la pauvre, ça se trouve c'est elle qui va devoir être, qui va être pointée du doigt, qui va être jugée. À partir du moment où il a bénéficié d'un non-lieu, voilà. Voilà quoi. Bah voilà, il attaque, j'allais dire. Non, il est pas obligé d'attaquer, mais, bon, en tout cas, voilà, force est de constater qu'il attaque. Oui, non, et puis sur la question, non, en France, en fait, le gros problème, c'est que plus t'es pauvre et plus tu payes d'impôts, proportionnellement à tes revenus. Voilà, c'est ça, l'injustice fiscale, en fait, en France. C'est que un ouvrier, proportionnellement, va payer beaucoup plus d'impôts que la famille Bettencourt, L'Oréal, etc. Ça, beaucoup plus. Voilà, 3-4 fois plus. Ça va être 30%, alors que Bettencourt, je crois que c'était une dizaine de pourcents à l'époque. C'est les chiffres de l'époque. Donc c'est ça la vraie injustice sociale. Injustice fiscale, et donc c'est ce qui fait l'injustice sociale. Et voilà, et le gouvernement Macron creuse encore cette injustice fiscale en faisant, et en plus là, enfin moi j'avais pas entendu ce propos-là, ce discours-là, avec cette idée que ce serait pour le bien des Français, donc et notamment des classes populaires et des classes moyennes. Voilà, mais bon, je pense que personne n'est dupe. Autre ministre à être venu ce matin à la radio faire le service après-vente, ce budget 2019 présenté hier en Conseil des ministres, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Oui, il y a un ralentissement, mais un ralentissement de la croissance. Ça veut dire qu'on continue à créer des emplois, et dans le secteur privé, on va créer environ 170 000 emplois cette année. L'année dernière, c'était 288 000, mais ça veut dire que depuis 18 mois, on a la meilleure dynamique qu'on a depuis une dizaine d'années d'avant-crise. Donc, certes, on voudrait que ce soit plus, mais on a bien aujourd'hui une dynamique de création d'emplois, et il faut l'utiliser à plein. C'est pour ça qu'il faut travailler sur les métiers en tension, sur les compétences, tous les leviers pour que, en gros, cette croissance, qui même si elle n'est pas importante, est quand même une bonne dynamique, se transforme en emploi.
Bah dites donc, tout va bien, il y a plus de chômage dans ce pays, il suffit de traverser la rue, on a du boulot. En fait, apparemment. Darmanin commentait en fait cette intervention, elle est là l'idiotie. Elle est que on considère déjà que. C'était pas sur la même radio. Hein. Non, mais on considère qu'il y a un avant et un après crise. Or en fait, déjà la crise n'a jamais, n'a jamais. Ça dépend où on se situe déjà dans la crise. Non, mais dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire le système utilisé en ce moment n'a jamais été aussi intéressant, aussi mieux que ce qui se faisait avant. Oui. Donc oui, mais forcément, elle va pas dire que c'était quand même mieux avant. Après la stratégie du gouvernement Macron, moi je veux bien croire à ces chiffres-là, parce que encore une fois aussi, faut voir la véracité. Qu'est-ce qu'ils prennent pas. C'est comme les chiffres du chômage, on nous donne 9% alors qu'on connaît le halo du chômage, blabla. On va pas faire de sociologie sur le plateau, mais il faut regarder ce qui est derrière. Maintenant, si on prend ces chiffres-là, je veux bien les croire. Donc il décroît cette année légèrement par rapport à l'année précédente, mais à quel prix? Parce que j'aimerais juste revenir sur la personne là, le monsieur qui était horticulteur, qui voulait un travail, et on lui propose un travail dans un bar, enfin dans de la restauration. C'est-à-dire qu'en fait c'est ça aussi la méthode Macron, c'est la méthode où t'as des gens qui ont des qualifications dans un domaine donné, mais qu'on te les envoie faire la boulangerie, un truc comme ça, alors que voilà, on se moque un peu du monde. Donc effectivement, il faut voir aussi la pression qui augmente de plus en plus du côté du Pôle emploi sur les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est-à-dire en recherche d'emploi dans un domaine, qui ont certaines personnes ont des qualifications données. On peut pas faire tout. Enfin, si on peut. Je suis convaincu qu'on peut faire tout et n'importe quoi, qu'on est en capacité, mais il faut se réadapter, se former, etc. Il faut avoir aussi l'envie. Et donc, est-ce qu'on considère à un moment donné que le travail est aussi une forme d'épanouissement, une forme de réalisation de soi? Il y en a qui vont dire non. Mais quand on en est arrivé au congé payé, on s'est dit à un moment donné, on fait pas que travailler pour reconstituer sa force de travail. Encore une fois, là, je rejoins ce que disait tout à l'heure Fatima, ça fait marxiste effectivement, mais c'est la réalité. On fait pas que travailler pour s'acheter à manger, pour dormir, avoir des forces et retourner au travail. Il faut aussi qu'on ait des espaces de liberté, des espaces où on peut profiter de nos familles, etc. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit, on vivait de plus en plus vieux, mais maintenant j'ai l'impression qu'on commence à vivre de moins en moins vieux avec tout ce qui se passe. On vit de plus en plus vieux, mais dans un état de santé qui se détériore de plus en plus. Et donc il nous faut aussi profiter de cela. Et quand je vois je connais là des gens dans l'entourage, des personnes qui sont passées à la retraite et qui me parlent de ce qu'ils vont toucher, alors que ces personnes-là ont travaillé toute leur vie, donc qui ont fait par exemple une carrière dans la fonction publique qui était donc à 2500 € à peu près en fin de carrière, et qui passait genre à 1000 €. Enfin, je veux dire, ça me fait rire, mais je ris jaune parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Bon, alors pour ce voilà budget, la méthode Macron. La méthode Macron. Alors après, justement, juste un dernier point, Christophe, mais il faut savoir aussi que dans les centaines de milliers d'emplois qui prévoient pour les prochaines années, il y a un gros nombre qui est lié au numérique, il y a des nouveaux métiers qui ressortent. J'ai vu beaucoup de choses passer là-dessus. Le problème, c'est que dans les quartiers, on voit toujours pas de formation là-dessus. Les emplois aidés qui vont être encore supprimés. Enfin, il y en a encore davantage, qui vont continuer à être supprimés, bien sûr. Mais dans les nouveaux métiers qui vont se créer, donc il y a des dizaines de milliers de postes qui y sont liés sur les prochaines années. C'est surtout lié au numérique. On le voit, il y a une numérisation de tous les caisses automatiques dans les magasins. De moins en moins de personnel. Et en fait, c'est clair qu'il y a des dizaines de milliers de postes là-dedans, mais nos quartiers ne sont pas formés, nos écoles non plus. Après ça, c'est à titre personnel, peut-être qu'ailleurs si, mais dans la banlieue nord, j'ai pas trop vu. Autre chose dans le zapping, l'affaire Benalla est-elle terminée? Eh ben, pas vraiment, parce que Mediapart en a remis une couche hier, à en croire RMC. Cette photo-là risque de faire parler d'elle, un selfie d'Alexandre Benalla dévoilé par Mediapart qui pose une question. L'ancien chargé de mission a-t-il menti au sénateur à propos de son port d'armes obtenu après son arrivée à l'Elysée? Nicolas Repère, c'est ce que laisse penser cette photo pour le moins surprenante. Au centre du cliché se tient la serveuse d'un restaurant de Poitiers où dînait Emmanuel Macron. Alexandre Benalla venu pour assurer sa sécurité et lui à gauche, il tient une arme. À cette époque, celui qui est alors le directeur de la sûreté et de la sécurité du candidat Macron possède bien un permis de port d'armes, mais uniquement dans le QG d'En Marche et pas à l'extérieur. Alexandre Benalla a assuré pourtant en juillet n'être jamais sorti armé du local parisien du mouvement. Selon Mediapart, l'ex-collaborateur de l'Elysée a donc menti. L'avocat d'Alexandre Benalla a minimisé ces nouvelles révélations, regrettant que l'on continue à nuire à la réputation de son client. L'ancien chargé de mission de l'Elysée doit être entendu vendredi par les juges d'instruction dans l'affaire sur les violences en marge du défilé du 1er mai.
Et je précise d'ailleurs dans cette affaire que personne n'en a quasiment parlé. On a beaucoup parlé de l'expertise psychiatrique pour Marine Le Pen et également une expertise psychiatrique a été demandée pour Alexandre Benalla. Fatima, l'affaire Benalla, elle te passionne ou pas du tout? Non. Enfin, moi je me demande dans quelle mesure il n'y a pas d'affaire Collomb en fait. Pourquoi alors vous savez le que ministre ça de l'Intérieur rouge là, Collomb entre Collomb et Macron apparemment, on dit que ça ne va plus du tout. Oui, non mais là ça se tire dans les pattes. Hein. Parce qu'il a quand même été bien ridiculisé. Il a été compromis déjà par l'affaire Benalla et là le fait qu'il s'en sorte comme ça par une pirouette, j'espère que les électeurs lyonnais, le remettront pas en selle lors des élections municipales de 2020. Mais bon, il y a de fortes chances quand même, vu le nombre d'identitaires là-bas, parce qu'il les a mis bien pendant des années à Lyon. C'est pas pour rien qu'il y a Génération Identitaire et tous ces groupuscules en force à Lyon. Donc lui, il va revenir, il va être chez lui. Ouais. Donc voilà, mais cette pirouette là pour s'en sortir, c'est-à-dire à partir du moment où il est largement compromis par cette affaire et qu'il puisse comme ça repartir comme si de rien n'était à Lyon, récupérer son trône. Bon voilà, moi je pense que c'est plus ça l'important. Bon voilà, après j'avoue que j'ai pas complètement suivi Benalla, j'ai juste vu la photo là de Mediapart où on voit avec sorti hier soir avec une arme effectivement, alors qu'il a dit la semaine dernière devant les sénateurs lors de l'audition, Nassim, il a dit non, je n'ai jamais utilisé une arme durant la campagne électorale en dehors du QG du QG d'En Marche où j'avais le droit effectivement d'avoir cette arme. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme on dit. Non, mais sur qu'est-ce que ça révèle cette affaire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont sortir, beaucoup plus graves? Est-ce que c'est bien au-delà d'une affaire d'un simple homme qui s'appelle Benalla? Est-ce que c'est un véritable scandale d'État qui se prépare là? Non, mais enfin, il y a quelque chose en tout cas autour de cette personnalité, parce que c'est vrai que c'est ça qui est intriguant, c'est-à-dire qu'on a énormément de mal à savoir. BFM a diffusé un reportage où ils ont rien dit de spécial en fait. Ils ont tourné alors ça a été la grosse arnaque. Ils ont fait monter la seule chose qu'on a appris effectivement, c'est que monsieur s'appelle Marwan et qu'il est d'origine marocaine. Bon, voilà. On s'en fout. Mais enfin, comme si c'était ça qui était déterminant dans le reste de son parcours. Non, ce qui est intéressant, c'est quand même que cette personne-là a enfreint énormément de règles et de lois, etc. C'est-à-dire, c'est un délinquant. Pour moi, là, à mon sens, c'est un délinquant. Il sera jugé vendredi. Oui, alors il est présumé délinquant, voilà. Ouais, mais Nassim, je trouve que c'est pas anodin en fait. C'est pas juste un détail le fait qu'il s'appelle Marwan. Je trouve que quand même il y a quelque chose. C'est pour ça que je disais moi je suis pas passionné par l'affaire Benalla en tant que telle. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est plutôt, tu parlais de scandale d'État, Christophe. Non, il y a pas de scandale d'État. Tu vois, l'État il vacille pas du tout. Il reste droit dans ses bottes. Et c'est vrai qu'il y a plutôt focalisation sur cet homme-là. Oui. Quand même, le fait qu'il s'appelle Marwan, bon, je pense que c'est quand même à questionner. Je suis pas définitive là-dessus, mais je pense que quand même, c'est à questionner. Pourquoi lui en particulier? Bon, quand tu vois que tout le monde ment, en fait, dans cette histoire, tout le monde a menti. Lui a menti, c'est clair. Mais c'est comme lui, c'est lui le responsable. Attends, excuse-moi, Christophe. Non, mais Collomb, excuse-moi, c'est le ministre de l'Intérieur. Oui. Il a forcé pour la loi asile-immigration pour mettre des enfants en prison. Oui. Donc, non, à côté Benalla, non, pour moi, Collomb, il est bien pire. Donc non, il y a pas de. Oui. Et pourtant voilà, ces gens-là s'en sortent très bien. Pour rejoindre ce que tu dis, il y avait une personne avec Benalla, c'était pas le seul. Oui, il y a Vincent Kras. Ouais, mais on n'entend pas parler. On n'entend plus. Enfin, là où je voulais en venir. C'est un policier. Non, je suis assez effaré que ça vous choque pas. Là, je voulais en venir, c'est que effectivement, comme dit Fatima, il y a la question quand même du patronyme qui peut avoir son incidence, parce que quand on voit que ça s'enroussit, que ça a été révélé récemment. Oui, il faut regarder de plus près, mais c'est vrai que même lui se défend pas de cette manière-là. Il est toujours là à affirmer que il a pas de pratique particulière, etc. Bon, bref, passons. Une fois qu'on a passé un petit peu, mais on ne sait rien sur lui en fait. Et on c'est ça qui est quand même intriguant, alors qu'ils sont capables de te dire à quel endroit, où était telle personne, à tel moment, etc. Là, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas, et c'est en entretenant cela, ce flou, que ça donne l'impression justement qu'il y a vraiment un truc d'État, alors que comme tu le dis, Fatima. Mais il y a déjà un truc d'État. Et pourtant, Macron, il a dit venez me chercher, il a fait comme si de rien n'était. Bon, il va pas démissionner, tu vois. Comme tu le dis, c'est effectivement, il y a l'Élysée et le gouvernement restent droit dans ses bottes. Et la dernière chose, après je laisse la parole, c'est qu'aussi, là je me fais du coup un peu l'avocat du diable, mais ça reste à prouver que c'est une arme réelle. Ça peut être une arme factice. Je dis ça pourquoi? Parce que attends, laisse-moi aller jusqu'au bout, parce que avocat du diable. Exactement, parce qu'il faut essayer de nuancer un peu pour quand même. Mais par exemple, dans beaucoup de clips de rap et autres, il y a cette question de savoir est-ce que c'est des armes, etc. Et
souvent les rappeurs s'en défendent en disant non, c'est pas des vraies armes. De donner une super idée à l'avocat de. Exactement, voilà. Non, mais je pense qu'il avait pensé. Mais c'est que en fait, des fois, c'est un peu stupide de sortir des choses comme ça. Vaut mieux être sûr, s'assurer de la chose et ensuite le charger plutôt que de sortir des éléments et justement des éléments de défense qui sortent comme ça. Fatima, le mec qui vient place du 1er mai. Oui, attends, non, parce que je veux juste te reprendre là. Le 1er mai, le mec vient, se déguise en flic alors qu'il ne l'est pas, viennent et commence à tabasser du manifestant, ça te choque pas? Non, j'ai pas dit que ça me choquait pas. Ce que j'ai dit, c'est que en fait, normalement, étant donné les éléments que tu viens de rappeler, normalement, dans la minute à partir du moment où il a été couvert, voilà, les responsables au sein du gouvernement dégagent. Ouais. Tu vois, c'est la moindre des choses, la moindre des décences, c'est de démissionner à partir du moment où tu as été compromis par cette histoire, à partir du moment où tu as menti, à partir du moment où tu as couvert, etc., etc. Là, on sait qu'il y a un certain nombre de membres du gouvernement, de personnes en responsabilité, pardon, etc. qui ont menti, quand même. Voilà, qui ont menti, qui ont couvert, etc. Normalement, c'est ça la problématique centrale. Ouais, c'est là-dessus qu'on devrait. C'est par qui on est dirigé en fait. On n'est pas dirigé par Benalla, on est dirigé par Macron, on est dirigé par Collomb. C'est ces gens-là qui nous représentent, qui nous gouvernent. C'est ceux-là qui devraient être mis devant la responsabilité. Et là, on voit comme si de rien. Voilà, ça. Ouais, je laisse la parole à Hossein. Merci. Hossein, pub rapide. Ouais, c'était juste pour dire que j'étais d'accord avec Fatima. Et le parjure n'existe plus. Tiens, dans un instant, on va s'attaquer au cas Yann Moix parce qu'il a fait un rétropédalage aujourd'hui. Il s'est attaqué à la police. La police est tout rouge. Et il demande, y compris d'ailleurs à Collomb, qui ne l'a toujours pas fait, de porter plainte contre lui. Il a fait un petit rétropédalage. On écoutera ce qu'il a dit. C'était samedi soir chez Ardisson. Puis un petit Libertad pour finir. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Fatima Ouassak, Hossein Ras et Nassim Lachlach sur France Maghreb 2. Et je souhaitais qu'on termine ce zapping avec Yann Moix. Alors on va se rappeler justement ce qu'il a dit. C'était devant des policiers samedi soir sur le plateau de Salut les Terriens du samedi. Évidemment, ça a créé la polémique. Pas moins de 2000 signalements auprès du CSA, une plainte déposée de la part d'un syndicat de police et une demande express au ministre de l'Intérieur de porter plainte contre Yann Moix, d'où ce rétropédalage. Aujourd'hui, on réécoute justement les propos qui ont fait polémique. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur, vous devriez l'intégrer, que venir vous victimiser à longueur d'émissions de télévision, non seulement vous ridiculise auprès de la population, mais vous ridiculise au carré auprès des populations que vous asseyez à longueur de journée par des humiliations, car vos cibles préférées ce sont les pauvres et les milieux défavorisés. La peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux. Alors il a rétropédalé aujourd'hui en disant qu'il regrettait les propos insultants, mais qu'il n'enlevait rien évidemment sur ce qu'il a dit. Et je crois pas que le rétropédalage il est dû à la peur des plaintes. Selon tous les conseils d'avocats, juristes, etc., tout le monde dit, même les syndicats de police, ils savent que la plainte elle peut pas aboutir. C'est pour ça que Gérard Collomb, Bécalaire aussi, ou tout le ministère. Toujours pas de plainte d'ailleurs déposée de la part du ministère de l'Intérieur. Là, faut pas oublier, comme a dit Aria Halimi hier, en fait, c'est un avis qu'il donne. C'est une certaine liberté de pensée qu'il donne. Il a pas, et quand on insulte un corps de police en général, ça a été dit par le syndicat de police lui-même, on peut pas l'attaquer par exemple, pour outrage. Parce que faut qu'un outrage, il soit individualisé sur l'officier de police, chose qu'on savait pas dans les quartiers. Donc, quand on dit bip la police, en vérité, c'est pas un outrage, parce que c'est le groupe le corps de la police qu'on insulte. Donc, il y a déjà ça, et selon les avocats, comme en tant que chroniqueur, en tant que personnalité médiatique, etc., il exprime un avis, ça peut pas le trouble à l'ordre public et l'insulte publique, etc., ça peut pas être pris en compte. Selon les avocats. Oui. Fatima, Yann Moix. Et non, Yann Moix. Bah, en fait. Pas parce qu'elle disait Yann Moix, je dis c'est Yann Moix. Ouais. Heureusement qu'Hossein m'a rectifié. T'as oublié. Non, en fait, le passage là que t'as passé tout à l'heure, il devient vraiment ridicule, quoi, humiliant pour lui parce qu'il s'est plié. Après, il faut voir le coup de pression qui s'est mangé juste après. Non, mais il a déjà juste rétropédalé sur les insultes utilisées. Ouais, voilà. C'est beaucoup, tu vois, parce que là, c'est vrai qu'il a fait tu vois, il a fait le bonhomme en fait. Genre, j'assume, j'appelle un chat, tu vois. Et donc voilà, de dire que voilà, il s'excuse, etc. Bon, c'est un peu humiliant pour lui. Après, moi, alors, il y avait quand même un truc qui
moi qui me gênait dans son intervention, bon, en sachant que moi Yann Moix il me gêne de manière générale, c'est pas du tout mon délire. J'étais même étonnée de cette sortie là. Voilà, bon, c'est quelqu'un que moi j'apprécie pas du tout. Mais même sur cette sortie où quand même on se disait qu'il avait un petit peu changé, que c'était pas mal. Le fait de dire que finalement les policiers n'allaient pas dans des zones, etc. Ils allaient s'attaquer alors je sais plus l'exemple qu'il a pris, aux touristes japonais, aux majors. Alors il a dit pauvres et défavorisés à un moment, mais quand même à un moment il a dit que les policiers n'osaient pas en fait aller dans certains endroits. Oui. Et ça, il a repris le bouquin qui était présenté ce soir-là chez Ardisson, un bouquin sur la peur à changer de camp. Alors j'ai pas noté l'auteur du bouquin, mais qui tend à montrer que les policiers ont peur d'aller dans certains quartiers. Ouais. Voilà, parce que il y a des guet-apens et là-bas les attendent des jeunes de 15-16 ans, voilà, des fous furieux qui veulent les lapider, enfin qui veulent oui, les lapider, je crois que c'est le terme qui est utilisé, etc. Bon, voilà, c'est pas. De toute façon, cette rhétorique-là autour du fait qu'il y a des territoires perdus de la République, pour reprendre une expression d'extrême droite, et qu'il y a des policiers qui ne pourraient plus aller dans certaines zones sous prétexte qu'elles seraient aux mains des islamistes, des trafiquants de drogue, des jeunes de 15-16 ans, s'il te plaît, comme si des jeunes de 15-16 ans pouvaient tenir la route face à la police nationale ou face à la BAC, face à l'armée, etc. française. C'est n'importe quoi. Donc, quand même, il y a dans son discours, il y avait quelque chose qui était déjà quand même gênant. Alors, tu vois. Je précise qu'il fait référence à ce qu'il a vu, dit-il, à Calais, où il a fait un reportage là-bas, et pendant de nombreuses semaines, il est là. Et il le dit, il le répète, j'ai vu cette police qui tapait des jeunes migrants comme ça de manière j'allais dire systématique, voilà. Et il l'a dit, et c'est pour ça que depuis il ne cesse de dénoncer ce comportement de cette police. Après effectivement aussi, je sais pas si tu confirmes, mais que la police j'allais pas dire peur, mais en tout cas lorsqu'elle se déplace en masse dans certains quartiers, c'est une réalité. Elle y va en masse, ou elle y va massivement, c'est-à-dire qu'ils y vont pas à une voiture, ils y vont à 30, 40, 50. Ouais, exactement. Pour une dizaine de jeunes. Ouais, pas toujours. Ils font franchement, moi, j'ai pas cette vision-là, je vais pas mentir pour suivre ce que disent d'autres dans les médias. Peut-être qu'il y a des grosses descentes de police, mais il y a des raisons pour ces grosses descentes. Peut-être qu'il y a des quartiers où la police ne va plus, mais c'est pas moi personnellement où on est, etc. La police va où elle veut, de notre côté vers Sarcelles, etc. Peut-être qu'il y a d'autres villes à côté où ils ne peuvent pas, malheureusement, dans certains quartiers. On a combien? Il y a des dizaines de milliers de quartiers en France. Il y en a quelques-uns où ils peuvent pas y aller pour de vrai. Maintenant, quand ils décident d'y aller massivement, etc., ils y vont. Donc, faut arrêter de. Moi, je suis pas. Et la plupart du temps, faut dire la vérité. Yann Moix, je suis pas d'accord, je suis pas fanatique de cet homme-là, etc. Je pense que la forme est plus mauvaise que le fond. Dans ce qu'il dit, tout n'est pas faux. Ce qui se passe à Calais, ça se passe pour de vrai. Quand on y va faire des actions humanitaires, etc., il faut même, pour te dire, je me rabaisserai, je dirais pas qu'on est opprimé de la même manière que les migrants, mais en tant qu'association humanitaire, quand on va là-bas, ou associative, quand on va sur place, on est très maltraité. On dirait pas qu'on est français pour venir aider l'autre, on est vraiment des personnes, on est des complices de quelque chose de très grave. La police nous regarde mal, sans parler de certains habitants de Calais, parce que je généraliserai pas, qui passent en voiture pour nous filmer et qui déposent ça sur des sites extrémistes. Ça nous est arrivé plusieurs fois, retrouver ma tête sur des sites de l'extrême droite, voilà, je dirais pas leur nom. Par certains habitants de Calais, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des habitants de Calais qui viennent et qui aident les migrants qui passent leur temps dans la jungle. Alors la police a fait vraiment ça. Et oui, c'est vrai, peut-être qu'en France, il y a certains policiers qui ont peur d'aller dans certains quartiers. Mais pour moi, c'est pas la peur, c'est surtout les moyens. Il y a plein de choses qui sont pas mis en cause. Quand je dis les moyens, je parle pas des moyens de force de l'autre, etc. Je pense que on n'a pas la même méthode, que la méthode n'est pas forcément bonne. Avoir plus de policiers pour changer les quartiers, on a vu pendant des années, ça a pas marché. Est-ce qu'il faudrait pas quelque chose de plus social, plus humain plutôt que ça? Est-ce que je peux juste ajouter un petit mot sur cette histoire de peur? Non, juste un dernier mot pour dire que quand même, en fait, en réalité, ceux qui ont peur, c'est nous. Tu vois, c'est nous, c'est nos enfants, c'est nous qui avons peur de la police. Tu vois, il y a des condamnations récentes. La police a été condamnée du fait de pratiquer des contrôles aux faciès et donc de contrôler en particulier les Noirs et les Arabes. Chaque année, il y a une douzaine de jeunes qui sont tués par la police. Tu vois, il y a un jeune là, Boubacar Fofana, tu te souviens, il a été tué à bout portant, et finalement le policier a dit que non, mais c'était pas. Voilà, c'est accidentel, c'est-à-dire que tu peux mourir. Bon, nous on a peur. Tu vois, nous on a peur
peur pour nos petits frères, on a peur pour nos enfants, pour nos fils, etc. Donc le fait d'oser utiliser ce sentiment de peur et la faire à l'envers, je trouve que c'est vraiment indécent. Nassim, le dernier mot, alors tout dernier mot. Juste pour dire que moi, ce qui me choque le plus, c'est les 2000 signalements qu'il y a eu, alors que pour Zemmour, il y a pas de levée de bouclier. Ouais. Voilà. Par contre, voilà, je comprends. Enfin là, je partage la partie concernant le fait que la police, effectivement, c'est un corps aussi qui est confronté à la violence. C'est leur mission principale. Donc en fait, quand j'entends des syndicats dire il y a de la violence, mais en fait c'est votre boulot. C'est votre boulot. Je suis pas en train de dire que il ne faut pas, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est que quand tu fais policier ou militaire, tu sais très bien que tu vas être confronté. C'est comme un pompier qui irait pas parce exactement, il y a du feu. Voilà, bon, merci. Stop. Et il y a le feu parce qu'on est super en retard. Je tiens à le préciser. Merci Nassim, merci Fatima et merci Hossein. Et rendez-vous très vite pour tous les trois sur France Maghreb 2, bien sûr. Dans un instant, DJ Nabil. Demain, Razik Metish et Nadir Kaya seront avec nous entre 16h et 18h. Bonne soirée. Pardon Marine pour le retard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le Comité consultatif national d'éthique a pris à nouveau position en faveur de l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Comme en juin 2017, il demeure en revanche hostile à la gestation pour autrui. Le père de l'enfant, secouru par Mamadou Gassama Ommé, est condamné à 3 mois de prison avec sursis et un stage de responsabilité familiale. Le trou de la sécurité sociale comblé, ce n'est pas pour tout de suite, mais pour la première fois, les comptes de la sécurité sociale seront dans le vert l'an prochain. 700 millions d'euros d'excédent d'après le projet de loi de financement de la sécurité sociale présenté ce matin pour 2019. Pour la première fois depuis la création de cette infraction par une loi adoptée en août, un homme a été condamné pour outrage sexiste. Mercredi dernier, l'homme âgé de 30 ans, fortement alcoolisé, s'en est pris à une femme de 21 ans dans un bus à Draveil dans l'Essonne. Jugé vendredi par le tribunal correctionnel d'Evry, il a écopé d'une amende de 300 € pour outrage sexiste. La rentrée universitaire est quasi faite pratiquement partout, mais des bacheliers sont encore sans affectation. 955 bacheliers précisément. C'est le chiffre donné par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Elle annonce également des améliorations de Parcoursup pour l'an prochain. La première phase de la procédure ne s'achèvera plus début septembre mais fin juillet. Le détail du nouveau calendrier sera annoncé après les vacances de la Toussaint. L'Aquarius et ses 58 passagers cherchent toujours un port où accoster. Le bateau humanitaire qui avait demandé à venir à Marseille a pour l'instant essuyé un refus. Et par ailleurs, on apprend que le Portugal annonce qu'il va accueillir 10 des 58 migrants de l'Aquarius dans le cadre d'un accord avec la France et l'Espagne. Le modèle qui a servi au peintre Gustave Courbet pour peindre l'origine du monde identifié. Il s'agit d'une jeune femme, Constance Quegno, une ancienne danseuse de 34 ans. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.